Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir encore une fois dans notre émission Brunet sans filtre, vous le savez, tous les jours de la semaine, un petit peu avant midi. Bonjour Eric. Bonjour Magali. Toujours des infos, de l'humeur et des débats avec encore une fois cette question aujourd'hui, mais où s'arrêtera cette affaire Epstein? Aujourd'hui, on apprend que la diplomatie française est elle aussi touchée. Un secrétaire des affaires étrangères français apparaît dans les mails échangés avec le prédateur sexuel américain. Est-il impliqué, ce diplomate, dans cet épouvantable trafic de jeunes femmes et d'enfants? Il est peut-être trop tôt pour le dire, bien évidemment, mais ce qui apparaît, c'est peut-être qu'il y a une affaire de corruption et d'ingérence étrangère. Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, se dit effaré. Il a aussitôt saisi la justice française. Et puis, nos députés ont toujours de bonnes idées. Là, pour relancer la natalité, voici une proposition qui pourrait aboutir à la chose suivante. Chaque Français et chaque Française qui ferait un nouvel enfant pourrait percevoir 250 € par mois et par enfant, tous les mois, jusqu'à l'âge de 20 ans pour l'enfant. Voilà, c'est merveilleux. Nos députés sont formidables, ils sont généreux avec votre argent public. Tout ça, bien évidemment, coûterait des milliards. C'est comme si on vivait à l'époque des 30 Glorieuses, mesdames, messieurs. Parce qu'à chaque fois, les idées sont bonnes, ce sont de bonnes idées. Seulement, le problème, c'est qu'il faut les financer. Et ces milliards, c'est vous qui payez. C'est pas comme si la France était un pays endetté, bien évidemment. Nous en débattrons tout à l'heure à 12h45 et je peux vous dire que je leur ai préparé un petit édito carabiné à nos parlementaires. Enfin, l'Iran et le régime qui transforme l'anniversaire de la révolution islamique en démonstration de force. Il y a un missile balistique qui a été exhibé et puis des milliers de personnes qui sont descendues dans les rues. Les mollahs les ont-ils soudoyés? Ont-ils exercé des pressions pour que ces personnes viennent aujourd'hui soutenir le régime? Donald Trump, en tout cas, profère de nouvelles menaces. Alors, faut-il prendre le président américain au sérieux? Bah oui, on se pose la question parce que menacé, il ne fait que ça, Donald Trump, depuis début janvier. Allez, Brunet sans filtre, c'est parti. Cette affaire Epstein, mesdames, messieurs, on avait tous compris qu'elle commençait à revêtir une taille ahurissante. Elle prend une dimension, en tout cas, chaque jour, de plus en plus impressionnante. Le monde entier tremble face aux révélations, et les révélations n'en finissent pas, même si de nombreux noms sont encore caviardés, barrés, on va les découvrir peu à peu. Cette fois, c'est un diplomate français du Quai d'Orsay qui est dans la tourmente. Le Quai d'Orsay, donc, est extrêmement embarrassé et lance une série d'enquêtes. Oui, et donc on va se rendre au Quai d'Orsay, justement, retrouver Célia Justfredi. Vous êtes donc devant le ministère français des Affaires étrangères. On le disait, c'est Jean-Noël Barrot qui a aussitôt donc annoncé lancer plusieurs enquêtes. Oui, absolument. Jean-Noël Barrot a saisi le procureur de la République, mais aussi lancé une enquête administrative ainsi qu'une procédure disciplinaire à l'encontre de Fabrice Hédan. Il faut dire que le nom du diplomate français a été cité pas moins de 200 fois dans les fichiers transmis par la justice américaine entre donc 2010 et 2017, dont notamment des dizaines de mails échangés avec Jeffrey Epstein. Alors des échanges professionnels, mais aussi personnels. Pour vous donner des exemples, en 2012, Jeffrey Epstein demande un coup de pouce au diplomate français pour l'obtention d'un visa de l'une de ses connaissances. En 2012, toujours cette fois-ci, Fabrice Hédan demande le prêt de l'appartement parisien de Jeffrey Epstein. Alors des échanges très personnels. Pour autant, attention, il n'y a aucun lien pour l'instant entre Fabrice Hédan et les crimes sexuels commis par Jeffrey Epstein. Il faut être extrêmement prudent. Merci beaucoup Célia avec Jean-Noël Barrot ce matin qui s'est dit effaré et indigné. Vous le voyez, c'est tout le gouvernement qui s'empare de l'affaire alors qu'Emmanuel Macron, souvenez-vous, lundi disait que c'était une affaire américaine. On en est loin, bien évidemment. Tous les pays sont concernés avec Maud Brejon qui, il y a un instant, la porte-parole du gouvernement, appelait les éventuelles victimes à se manifester pour tenter peut-être de lancer des enquêtes en France. On y reviendra longuement au cours de notre émission à partir de 12h20 avec l'avocate justement d'une potentielle victime dans cette affaire. Et puis le procès, mesdames, messieurs, en appel de Marine Le Pen, ça y est, il touche à son terme. Ce sont les avocats de la députée du Rassemblement national qui plaident aujourd'hui. Alison Tassin et Lila Badrinat sont sur place. Alison, vous suivez en ce moment même les plaidoiries dans le procès en appel de Marine Le Pen. Ce que l'on scrute aussi aujourd'hui, c'est une date cruciale, Alison, celle de la présidentielle de 2027.
Et oui, je ne vais pas prendre le risque de flinguer cette présidentielle. Voilà les mots que nous ont confiés Marine Le Pen au cours des différentes audiences. Et effectivement, aujourd'hui, on connaîtra la date du rendu de la décision de la Cour d'appel et donc date à laquelle Marine Le Pen devra se prononcer sur le fait qu'elle soit oui ou non candidate en 2027. Vous le disiez, aujourd'hui, c'est le dernier jour des plaidoiries de la défense. Ce matin, on a assisté pendant 2 heures à la plaidoirie de l'avocat du RN qui a été un petit peu confuse. Il a néanmoins mis en avant à son tour des imprudences, des erreurs d'appréciation. Il a surtout pris du temps pour tenter de démontrer qu'il n'y avait pas de système mis en place. Ce mot système, vous le savez, il est au cœur de ces discussions parce qu'il pourrait jouer sur la lourdeur des peines. Cet après-midi, on attend les 2 avocats de Marine Le Pen. Pas moins de 5 heures de plaidoirie à 2 voix qui sont attendues. D'abord en tant que ex-présidente du FN, puis ensuite en tant qu'ex-députée européenne. Les 2 chefs d'accusation contre Marine Le Pen. Effectivement, merci beaucoup Alison. Donc on scrutera la date, cette date de la décision de la Cour d'appel. Évidemment, elle sera déterminante pour la présidentielle. En Iran, ce 11 février est une date importante. Elle est célébrée, cette date, puisque le 11 février 1979, l'ayatollah Khomeini, de retour d'exil, s'emparait du pouvoir. Le régime, donc, célèbre ce 47e anniversaire de la révolution islamique avec, vous l'avez vu là sur ces images, une grande manifestation ce matin et un invité, pas forcément surprise, on s'y attendait un peu, il y a un missile balistique qui a été exhibé. Bref, les célébrations en forme de démonstration de force, c'est ce que nous racontait tout à l'heure Siavosh Ghazi, correspondant pour France 24 et RFI à Téhéran. Le défilé s'est terminé vers midi hors local, après le discours du président Pezeshkian. Derrière moi, vous voyez le missile Emad qui avait été explosé ici avec d'autres missiles, une dizaine de missiles balistiques. Le missile Emad, c'est un missile qui a été utilisé lors de la guerre de 12 jours contre Israël. Il a une portée de 1500 km avec une tête très destructrice. Une manière de montrer pour Téhéran qu'il n'est pas question de discuter du programme balistique de Téhéran, des missiles iraniens. En revanche, le président iranien a été plus souple sur la question nucléaire. Nous sommes prêts à donner toutes les garanties nécessaires pour prouver le caractère pacifique du programme nucléaire de Téhéran. Et le ministre iranien des Affaires étrangères est allé dans le même sens en affirmant que l'Iran et les États-Unis, qui ont entamé des négociations vendredi dernier à Oman, pouvaient conclure un accord encore meilleur que l'accord de 2015, l'accord d'Obama, qu'il dit. Obama, c'est un petit signe en direction de Donald Trump, parce que Donald Trump ne cesse de répéter que l'accord de 2015, qu'il qualifie de l'accord d'Obama, est un très très mauvais accord et que lui va signer un accord meilleur avec les Iraniens. Et puis, le porte-parole de la diplomatie iranienne est allé encore plus loin en affirmant que l'Iran était prêt à discuter du niveau d'enrichissement et des stocks d'uranium enrichi de l'Iran et que toutes ces questions-là étaient sur la table. Voilà, Donald Trump de son côté reçoit lui le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour justement évoquer ce dossier iranien. Rencontre donc à la Maison-Blanche où nous allons retrouver notre correspondante Sonia Dredi. Sonia, bonjour et merci d'être avec nous en direct. Donald Trump donc ne lâche pas la pression. Oui, Donald Trump met de nouveau la pression sur l'Iran. Il a déclaré dans une interview aux médias Axios qu'il envisageait de déployer un 2e porte-avions en cas d'échec des négociations avec l'Iran. Mais en même temps, il se montre optimiste. Il a dit que Téhéran voulait absolument un deal, un accord. Et selon lui, un bon accord avec l'Iran peut être conclu. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rend ce mercredi ici à la Maison-Blanche. Il va notamment insister auprès de Donald Trump pour que dans toute négociation soit inclus, en plus de la question du nucléaire, la question de la limitation des missiles balistiques et de l'arrêt du soutien de l'Iran à ses proxys. Merci beaucoup Sonia, on y reviendra sur la situation en Iran au cours de l'émission à 13h30 précisément avec nos invités. La politique en France en attendant, parce que vous le savez, il y a un remaniement qui se prépare, un mini remaniement. Y aura-t-il des nouveaux ministres d'ici la fin de la semaine ? Eh bien peut-être que oui, puisqu'il serait en train d'être préparé. Ce remaniement, Emmanuel Macron reçoit à déjeuner aujourd'hui Sébastien Lecornu. Un remaniement, on le rappelle, rendu nécessaire avec les municipales et le départ notamment de Rachida Dati qui, elle, se présente à Paris.
La météo maintenant, mesdames, messieurs, 19 départements qui sont en alerte orange aux crues, aux inondations et au vent. Les intempéries frappent encore une partie du pays. On retrouve en Vendée nos envoyés spéciaux, Capucine Diez et Olivier Martin. Capucine Diez, comment s'est passée la nuit dans l'ouest de la France, en particulier dans le département de la Vendée ? Eh bien, pour tout vous dire, la nuit a été courte ici, puisque vous le voyez juste derrière moi, le Lay, c'est ce fleuve qui traverse la commune. Eh bien, il est totalement sorti de son lit, puisqu'on a actuellement 2,5 mètres de crue. Nous sommes au niveau ici du complexe sportif de la commune, et vous le voyez, eh bien, il est complètement inondé. Le terrain de foot à quelques mètres est impraticable, et dans le centre-ville, eh bien, malheureusement, la situation est similaire. Plusieurs caves de particuliers sont inondées. Ils avaient pourtant pris leurs précautions hier soir, et dans la nuit, avec des agents communaux, des parpaings avaient été installés dans les domiciles pour pouvoir évidemment surélever les meubles et éviter que l'eau ne cause des dégâts. Alors malheureusement, ça n'a pas suffi pour certains, mais ce qui est assez étonnant, c'est que l'ambiance dans la commune est très calme. D'une part parce que les habitants ont l'habitude, et d'autre part parce que le pic de la crue n'a pas encore été atteint. Merci Capucine Diez. Vous avez vu cette rivière en Vendée s'appelle le Lay. Voilà, il y a 2 laits en Vendée, et au moment, il y a 2 siècles et demi, où on donnait des noms aux départements, quand on a baptisé les départements, par exemple à côté, il y avait les Deux-Sèvres, on avait dit les Deux-Sèvres. Et on devait appeler la Vendée les 2 laits. Mais les représentants de la Vendée étaient 2 personnages d'une laideur épouvantable, et on n'a pas osé devant eux dire ce département, ça va s'appeler les 2 laits. Donc on a trouvé une toute petite rivière dans le département, toute petite, qui s'appelle la Vendée, on l'a appelée la Vendée. Merci pour ce coup de Nicolas. Merci tonton Eric pour ces anecdotes. Vous avez le sourire, j'espère que vous allez le garder, parce que je vais vous poser une question qui ne va pas forcément vous plaire. En tout cas, c'est dans les réponses que ça ne va pas vous plaire. Comment inciter les Français à de nouveau faire des enfants ? Il y a un rapport parlementaire, ça y est, qui a été divulgué ce matin, avec plusieurs propositions, et l'une d'elles ne vous plaît pas du tout. Oui, il s'agit de donner plein d'argent aux Français, oui. 250 € par mois et par enfant jusqu'aux 20 ans de l'enfant. Bonne ou mauvaise idée ? Alors vous avez votre avis, vous nous ferez un édito là-dessus vers 12h20, mais d'abord regardez les détails de ce rapport avec Guillaume Lavial, Pierre Barbin et Agathe Géraud. Pour relancer les naissances, que diriez-vous de recevoir 250 € par mois et par enfant sans condition de ressources ? Pour ces Français interrogés, la proposition passe mal. Je pense qu'il y a trop d'aides de tous les côtés, pour tout, pour rien. C'est vrai que je suis assez inquiète de voir combien les jeunes ne veulent plus d'enfants, et alors que c'est l'avenir. Cette proposition choc est issue du nouveau rapport parlementaire pour lutter contre la baisse de la natalité. Pour le rapporteur, l'objectif est de permettre aux futurs parents d'avoir plus de visibilité quant à l'arrivée d'un futur enfant, une stabilité souvent recherchée par les couples avant d'envisager d'ajouter un nouveau membre à la famille. La baisse de la natalité de ces dernières années n'est pas liée à une baisse du désir d'enfant. Elle est liée essentiellement au fait que les Français ont perdu confiance dans la politique familiale. Mais ces propositions seront-elles adoptées ? Et si oui, inverseront-elles la tendance ? En 15 ans, le nombre de naissances en France a baissé de près de 25%. Allez, si je vous dis qui c'est les plus forts, évidemment c'est... Les Verts. Évidemment. Quel est l'un des grands fans de l'AS Saint-Etienne ? Je sais de quoi vous allez nous parler. De Timothée Chalamet ? Oui, Timothée Chalamet. Voilà, cet acteur franco-américain, attention, parce qu'effectivement, il a toute une partie de sa famille qui est originaire de la région de Saint-Etienne, et c'est un grand fan de ce club de foot. Et dimanche soir, sur le plateau du 20h, Anne-Claire Coudray lui a offert ce tout nouveau maillot de l'AS Saint-Etienne. Il l'a arboré, et depuis, qu'est-ce qui se passe ? Les ventes s'envolent, évidemment. Regardez ce reportage de Gwenaëlle Vindestrin. La star de l'AS Saint-Etienne, c'est bien lui, le nouveau maillot du club. Vous avez déjà vu ce maillot ? Oui, je l'ai déjà vu, oui, avec Timothée Chalamet. Vous avez la photo là sous les yeux ? Oui, je l'ai vu en direct aux 20h. Moi, je viens de Lyon. C'est pas le type de maillot que j'aime, mais là, il faut quand même avouer qu'il est joli. La tunique a été dévoilée dimanche soir sur TF1, remise en cadeau à Timothée Chalamet. Vous savez que vous êtes le premier à le voir. C'est vrai ? C'est un cadeau qu'il vous Non, mais c'est magnifique, regarde ce vert. Ah, c'est le... Allez. Mouah. L'acteur qui a passé une partie de son enfance en Haute-Loire est un fervent supporter des Verts. Des supporters plutôt fiers de cet illustre soutien. Il fera date dans l'histoire de Saint-Etienne et des différents maillots qui ont parcouru un peu l'histoire. Vu comme il défend la SS, ça fait plaisir.
Depuis dimanche, la demande explose. 2 fois plus de commandes pour ce maillot que pour les autres tenues à leur lancement. Le maillot a tourné un peu partout dans le monde, notamment sur les réseaux aux États-Unis, que ce soit en France, en Europe. C'est vrai que c'est un gain de visibilité aussi par rapport à nous, club. Et pourquoi pas voir jouer Timothée Chalamet à Geoffroy Guichard avec son nouveau maillot? La célébrité a été invitée par le club à participer à un match de charité. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. Ça me fait penser à Robert Herbin, la fin des années 70, Osvaldo Piazza, Kurkovic, les frères Revelli, les Verts des 70s. Vous n'étiez pas nés, vous. Voilà. Mais je connais très bien la chanson et ça me donne toujours des frissons. Bon, dans une poignée de secondes, mesdames, messieurs, le scandale de l'affaire Epstein qui contamine notre très martial Quai d'Orsay, très élégant Quai d'Orsay, n'est-ce pas? Contaminé par l'affaire Epstein, jusqu'à quel point? On va en parler dans un instant. Et puis tiens, tout de suite après la pub, mon coup de gueule, je suis très en colère contre ces députés français, 560 députés français, qui ne savent pas faire d'économie, mesdames, messieurs, et qui proposent toujours des bonnes idées, hein, mais qui vont vous coûter cher. À tout de suite. Bonjour les amis, bonjour Magali Lunel. Je faisais partie des gens qui pensaient, il y a quelques jours encore, que l'affaire Epstein était probablement une affaire américaine, qui avait peut-être quelques petites répercussions en France, en Espagne, que sais-je, en Angleterre, mais qu'elle demeurait une affaire américaine avec des folies, des démences comportementales telles qu'on en voit plutôt dans le monde outre-Atlantique. Bon, voilà, je fais amende honorable, car je découvre chaque jour que les répercussions, que les ondes de choc de cette affaire Epstein américaine sont extrêmement européennes, extrêmement françaises. Des noms émergent, Magali Lunel, chaque jour. Et maintenant, c'est un membre du Quai d'Orsay, un fonctionnaire du Quai d'Orsay, qui est touché quand même. Une maison, quand même, le Quai d'Orsay, c'est pas rien. Le ministère des Affaires étrangères en France, c'est une institution extrêmement respectable, avec des pratiques multiséculaires. Enfin, c'est une vieille maison, comment pourrais-je dire, honorable. Un diplomate du ministère des Affaires étrangères français en poste depuis 25 ans apparaît donc à de nombreuses reprises dans les millions de documents, vous le savez, qui ont été dévoilés par l'administration Trump la semaine dernière aux États-Unis. Entre 2010 et 2017, il a échangé, cet homme, des dizaines de mails directs, parfois même apparemment assez familiers avec Jeffrey Epstein. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, forcément a été interrogé ce matin lors d'une interview. Il n'était pas forcément très à l'aise. Écoutez. Quand j'ai pris connaissance de ces informations, j'ai été effaré et j'ai fait ce que chacun aurait fait à ma place, saisi le procureur de la République, lancé une enquête administrative pour concourir au travail de la justice, ainsi qu'une procédure disciplinaire le concernant. Autour de la table, il y a Hélène Bonnet. Bonjour Hélène, bonjour. Journaliste LCI. Marie Belot également. Bonjour Marie, merci d'être avec nous. Nous sommes avec Nivine Potros, avec Isabelle Saporta, merci d'être avec nous. Et nous sommes également avec maître Nathalie Buquet. Vous êtes avocate de l'association Innocence en danger. Et vous suivez de très près cette affaire qui, j'imagine, pour vous aussi, commence à prendre... Tentaculaire. Tentaculaire, mais ça fait déjà un bout de temps qu'on le sait, et qu'on alerte. Et donc, effectivement, là, on a... les révélations viennent confirmer ce qu'on soupçonnait et que c'est la raison pour laquelle on sollicite depuis tant de temps une ouverture de l'enquête. Et une ouverture d'enquête, justement. On vient d'entendre Jean-Noël Barrot qui parle d'une enquête administrative. Mais que peut-il se passer au niveau pénal, au niveau judiciaire ? Alors, il a fait ce qu'on appelle un signalement article 40, c'est-à-dire qu'il a écrit au procureur de la République de Paris pour lui demander qu'une enquête judiciaire soit ouverte pour le cas de ce diplomate français. Il a fait un signalement, ça ne veut pas dire pour autant que la justice a ouvert une enquête. Pour l'instant, on sollicite le parquet de Paris. Ils ne nous ont pas annoncé d'ouverture d'enquête. Peut-être qu'ils vont le faire dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Il faut d'abord qu'ils analysent le signalement qui est fait, qu'ils épluchent un petit peu le contenu des mails échangés entre ce diplomate et Epstein. Et ensuite, ils verront s'il y a des faits qui peuvent être pénalement répréhensibles. Alors, Nivine Potros, déjà... Moi, j'ai du mal à comprendre. Vous allez nous expliquer tout de suite le profil de ce diplomate français du Quai d'Orsay. J'ai du mal à comprendre comment un diplomate du Quai d'Orsay, je le redis, administration française très corsetée, qui s'occupe, n'est-ce pas, du réseau consulaire, de la diplomatie française dans le monde, tout ça est quand même très feutré sous des lambris et des épaisses moquettes. Comment un diplomate du Quai d'Orsay peut envoyer des messages sympas, voire même très familiers,
à un multimillionnaire ou un milliardaire américain pédocriminel. Je vois pas tellement le lien. Vous allez peut-être nous en dire davantage sur le profil de ce diplomate, Nivine. Oui, alors ce diplomate, il s'appelle Fabrice Hédan. Il est diplômé d'HEC et pendant près de 25 ans, il a donc travaillé au sein du Quai d'Orsay. C'est lui là. C'est l'homme que vous voyez à l'image. Il a notamment travaillé comme envoyé spécial aux Nations Unies à New York. Et c'est là qu'il fait parler de lui une première fois, en 2013, puisque déjà à l'époque, le FBI le soupçonne d'avoir consulté des images pédopornographiques. L'ONU diligente une enquête interne. L'affaire s'est bruitée avant même qu'une décision soit prise. Fabrice Hédan décide de quitter discrètement les États-Unis via le Canada pour ne pas être arrêté à son arrivée à Paris. Le tout avec la complicité du Quai d'Orsay. C'est en tout cas ce que prétend le journaliste français Vincent Jaubert qui a enquêté sur cette affaire. Il a même écrit un livre sur le sujet, La face cachée du Quai d'Orsay, publié en 2016. Et à l'époque, il disait déjà ceci: au Quai d'Orsay, on ne le poursuit pas, on ne le renvoie pas. Théoriquement, aujourd'hui, Fabrice Hédan fait toujours partie des effectifs du Quai d'Orsay, même si depuis 2014, il est en disponibilité. Il a depuis travaillé dans le privé, notamment comme directeur des affaires internationales au sein du groupe Engie, qui a annoncé hier soir sa suspension. Et on sait les liens qu'il avait avec Jeffrey Epstein, précisément ? Alors, les deux hommes, ils commencent à correspondre en 2010. En 2010 et au moins jusqu'en 2017. Rapidement, on peut le dire, ils deviennent amis avec un échange de bons procédés qui se met en place. Fabrice Hédan lui transfère par exemple des documents, des discussions confidentielles, privées, notamment de Ban Ki-moon, à l'époque secrétaire général de l'ONU. Il l'aide à obtenir des visas pour certaines de ses amies. Il invite également... Donc vous dites que... J'essaie de réfléchir. Donc le fonctionnaire du Quai d'Orsay lui donne des documents confidentiels. Il les transfère à son ami. Et également, il obtient des visas pour les amis IES du pédocriminel d'Epstein qui souhaite voyager avec ses amis. Exactement. Il l'aide aussi à venir par exemple à Abu Dhabi pour faire quoi ? Tout simplement pour assister à des conférences à la table des responsables gouvernementaux et financiers locaux. Alors en échange, bien évidemment, Epstein lui rend des services. Il lui prête par exemple son appartement parisien de l'avenue Foch, dont on a beaucoup parlé dernièrement. Il lui achète aussi 25 000 exemplaires de son livre pour 250 000 €. Un livre que Fabrice Hédan a d'ailleurs coécrit avec un certain Terje Roed Larsen. C'est un haut diplomate norvégien et lui aussi, il est très proche d'Epstein et lui aussi, il est visé par une enquête. C'est aussi Epstein qui a averti Hédan qu'un livre a été publié à son sujet, le fameux livre dont je vous ai parlé, pour lui dire qu'une affaire de pédophilie commençait à s'ébruiter dans la presse. Au total, donc, le nom de Fabrice Hédan apparaît dans 200 correspondances, 200 échanges de mails, mais c'est très important de le rappeler, jamais en lien direct avec quelconque crime. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Buquet ? Je sais que vous vous êtes immergé dans cette affaire beaucoup plus que nous et depuis plus longtemps que nous. Mais qu'est-ce que c'est ? D'abord, est-ce que c'est la face émergée de l'iceberg ? On va en apprendre davantage dans les prochains jours. Oui, vous dites oui ? Oui, je suis certaine qu'on apprendra beaucoup de choses. Moi, c'est vrai que je suis effarée de constater que ce diplomate, a été identifié comme étant un individu qui consultait des images pédopornographiques. On sait très bien que sur le territoire américain, les réponses en général sont extrêmement rapides, extrêmement fermes, puisque d'ailleurs, si je ne me trompe pas, le FBI avait informé les autorités françaises de cette consultation. Alors, toute la question aujourd'hui que moi je me pose, c'est quand monsieur est rentré, pourquoi il n'a pas été poursuivi ? De toute façon, aujourd'hui, ces faits sont prescrits sur la consultation d'images pédopornographiques. Mais c'est vrai que ça interroge. Alors évidemment, et ça a été rappelé à de nombreuses reprises, et il faut le dire, aujourd'hui, on peut pas établir de lien entre l'activité pédocriminelle d'Epstein et monsieur Hédan. Pour autant, c'est vrai qu'on s'interroge, surtout lorsqu'on sait, et ça, j'en reviens à ce que je fais au quotidien sur la protection de l'enfance, c'est que très souvent, on a quand même, quand on a un profil d'individu qui consulte de l'image pédopornographique,
pédopornographique, très souvent, à un moment donné, et attention, je ne dis pas, rien ne permet de le démontrer dans le dossier, mais de ma pratique, de mon expérience, on a quand même très souvent une personne qui bascule de la consultation, de la détention au passage à l'acte. Et quand on sait le passif qu'a M. Epstein, et quand on sait que du coup les deux avaient des relations assez proches, et peut-être qu'elles se rencontraient sur Paris, qu'est-ce qu'il s'y passait ? Je ne sais pas. Et c'est la raison pour laquelle on en revient toujours à cette enquête qui avait été ouverte en 2019, de savoir qu'est-ce qu'on a dans cette enquête, qu'est-ce qu'on a pu révéler, quels sont les liens qu'on pu... Maître, je rappelle que vous êtes avocate de l'association Innocence en danger, que vous suivez cette affaire de près. Je ne vous demande pas de nom, c'est pas ma question, mais avez-vous, au vu des documents que vous consultez, des éléments que vous consultez à droite à gauche, connaissance d'autres Français qui pourraient être impliqués dans cette affaire ? Pas forcément des célébrités, mais puisqu'on dit que cette affaire grossit de jour en jour, est-ce qu'il y a d'autres noms qui vous interrogent ? Bon, il y a d'autres noms qui apparaissent. Après, vous savez, le problème, c'est que, notamment, là, on a entendu parler de Monsieur Ribéry qui déposerait plainte parce que ce serait des faux. Donc c'est vrai que moi, je me lance pas dans cette chasse aux sorcières. Aujourd'hui, vraiment, la demande d'Innocence en danger, c'est que le parquet de Paris ouvre une enquête pour que justement on ait une enquête sérieuse, pour qu'on arrête de jeter comme ça des noms en pâture, qu'on puisse avoir un travail sérieux. On a des services spécialisés qui peuvent faire un travail remarquable, qui peuvent du coup étudier ces documents qui ont été dévoilés par la justice américaine et qui ne soient pas caviardés, et l'intégralité aussi de ces documents, puisqu'on a parlé quand même de 6 millions de documents, mais que 3 millions qui auraient été dévoilés. La plupart sont caviardés. Moi, voilà, je voudrais avoir une réponse là-dessus. Pourquoi les Américains caviardent ? Pourquoi ? C'est quand même très pervers comme dispositif. Voilà le nom d'une personne qui aurait des relations, j'exagère, pédocriminelles, et schlac, il s'appelle Monsieur Brrr, et on caviarde son nom. Pourquoi les Américains font ça ? L'explication de la justice américaine, c'est dire que c'est une manière de protéger le nom des victimes. C'est-à-dire ce qui est caviardé, c'est notamment les victimes d'Epstein, et c'est pour ne pas les jeter en pâture au public. D'accord. On voit que ça a ses limites. Effectivement, vous avez un certain nombre notamment de parlementaires démocrates qui disent non, c'est aussi une manière de cacher le nom de certains responsables, parce que eux ont eu accès à des documents qui n'étaient pas caviardés justement, et prétendent que voilà, il y a des noms qui ont été masqués alors qu'ils ne devaient pas l'être. Et à l'inverse, vous avez aussi des victimes qui se sont manifestées en disant mais attendez, notre nom ou nos photos apparaissent sans être masqués. Faut se rendre compte que ce nombre de documents qui a été publié quand même dans un temps assez court. On imagine que d'une part, pour pouvoir tout masquer correctement, ça prend un temps monumental. Et puis, il y a peut-être effectivement des intérêts derrière. Alors, et ça, malheureusement, c'est dans le temps et au fil des enquêtes. Alors, il y a les enquêtes que vont pouvoir mener les rédactions, mais ça va prendre un temps fou de consulter ces documents. J'ai commencé à mettre le nez dedans, je peux vous dire que ça prend un temps dingue. Et il y a aussi, donc là, le volet justice aussi qui va devoir se pencher sur ça. Et alors, ce qu'on voit quand on écoute attentivement Nivine, c'est qu'il y a évidemment cette affaire tentaculaire de trafic, de viol, d'agression sexuelle sur des jeunes femmes et sur des enfants. Mais pas seulement. Parce que là, ce qu'on entend, c'est peut-être des tentatives de corruption. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères français en a parlé ce matin. Écoutez. Cette fuite de mails par centaines de milliers et par millions est effarante. Et elle soulève des soupçons très sérieux, très graves. Des soupçons de violences sexuelles à l'encontre de femmes et de jeunes filles, des soupçons de malversation financière et des soupçons également de tentatives d'influence et peut-être d'interférence avec la vie politique de pays européens et peut-être même la vie politique française. Donc ça prend une dimension inouïe. On entend tentative peut-être d'ingérence, peut-être tentative de corruption. Si on prend cet exemple précis de ce diplomate français, que pourrait éventuellement lui reprocher la justice française ? Alors, je suis pas magistrate, mais j'ai essayé d'identifier des motifs de poursuite possibles pour cet homme. Donc, il y a effectivement les faits de nature sexuelle. Je le rappelle, rien pour l'instant ne permet de le lier avec les crimes sexuels commis par Epstein. Mais effectivement, on sait qui s'est rendu dans cet appartement de l'avenue Foch. Avec qui était-il ? Qui faisait-il ? Ça, c'est un possible motif de poursuite pour lui s'il y a des éléments qui émergent. Il y a tout le volet transmission d'informations confidentielles. Alors, il y a certes une enquête interne, administrative, mais effectivement, est-ce que ça peut être aussi un motif de poursuite si des données sont sensibles et mettent en danger les nations ? C'est possible aussi. Il y a tout le volet atteinte à la probité.
On le sait, les agents publics, normalement, ils sont pas censés recevoir de cadeaux, d'invitations. Il y a des risques de corruption, donc ça, c'est un volet également. Et puis, il y a tout le volet financier, où là encore, il va falloir éplucher les comptes de cet homme pour savoir si tous les virements qui ont été faits étaient des virements légaux. Il y a plein de motifs d'ouverture possibles. Vous imaginez, Isabelle Saporta, en ce moment, il y a 196 pays dans le monde, dans à peu près tous les pays, on en parle. Que pensent les Russes de cette affaire de pédophilie, de pédocriminalité? J'ai bien peur que derrière, il y ait un peu la petite musique du tous pourri, et la démocratie, la démocrassouille, la vie parlementaire, les Juifs, on parle des Juifs, Weinstein, etc., les Juifs, etc. Moi, j'ai vu déjà sur les réseaux sociaux des gens dire oui, mais tel Français, lui aussi est juif. Donc, allez savoir. Donc, il va peut-être contribuer à faire monter l'antisémitisme. L'oligarchie mondiale, vous imaginez l'oligarchie mondiale, tous les complotistes dont c'est le fonds de commerce. Donc, cette affaire va avoir des répercussions mondiales, à mon avis, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et qui va être affecté par cela, c'est plutôt les démocraties. Oui, parce que vous parliez de Poutine et ce que pense Poutine. Là, pour avoir échangé avec le ministre Jean-Noël Barrot ce matin, eux aussi se posent quand même des questions sur la question des compromates, en fait. C'est-à-dire, est-ce que derrière, il y aurait la Russie avec, au fond, piéger les personnages puissants avec des histoires sexuelles toujours plus sordides. Donc, il n'avait pas dit qu'il était certain de ça, il dit que c'était effectivement une piste qui était envisageable. Donc Poutine peut-être se frotte les mains en fait de voir l'effondrement total de la social-démocratie mondiale. Par ailleurs, pour revenir sur cette affaire précisément, vous avez raison, ce qui est ahurissant, c'est que ça met au jour, au fond, un système tentaculaire très bien ficelé. C'est-à-dire que quand on regarde précisément l'enquête de Mediapart, on a ce personnage qui a été ciblé, dont effectivement on a prévenu les autorités françaises en disant qu'il consultait des images pédopornographiques. Il ne se passe rien, il est exfiltré. Il ne se passe rien à son retour en France, comme l'a dit très bien Nivine. On se retrouve avec quelqu'un qui a été quand même, par exemple, embauché par Audrey Azoulay, qui était alors patronne de l'UNESCO, qui fait des allers-retours aux États-Unis, alors même que ça a été identifié par le FBI, ça n'existe pas. Donc de quelle protection ce personnage a pu jouir? C'est quelque chose d'assez ahurissant. Quand vous en discutez avec Jean-Noël Barrot, il dit, ce qui est encore plus ahurissant, c'est qu'au fond, il y a eu une omerta de la part de ses services, puisque lui a découvert cette affaire par Mediapart. Et je lui dis, mais vous avez commencé à fouiller vous-même dans tous les fichiers Epstein? Il m'a dit, ma pauvre Isabelle, on est très peu, c'est un ministère sous-doté, le Quai d'Orsay, personne n'a le temps de fouiller. Donc, en fait, lui-même s'attendait à peut-être à l'avenir d'autres déflagrations. Et quand il a identifié le personnage, il dit, je vois très bien quel personnage c'était. Il était de toutes les réunions puisqu'il représentait Engie. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on ne sait pas quelles informations encore ce personnage aurait pu, avant la mort d'Epstein, faire passer. Ce qui est très intéressant dans l'enquête de Mediapart, c'est que tout passe en plus par un certain Terje Rod Larsen, qui est en fait le diplomate norvégien. Et qui est, lui, mouillé jusqu'au cou. Vous savez, le scandale que ça fait en Norvège qui est ahurissant. Et en fait, finalement, Epstein, il avait des go-between, c'était ça. Il passait par aidant pour avoir le Norvégien, et sans doute pas passer directement par le Norvégien en permanence. Il fournissait aux Norvégiens, Epstein demandait aux Français de fournir aux Norvégiens des visas pour manifestement faire venir des filles. Il demandait à aidant de mesurer la taille des pieds de ce diplomate norvégien pour lui faire des cadeaux somptueux, de chaussures somptueuses. Enfin, tout ça est ahurissant. Donc vous dites, ça met au jour une oligarchie corrompue et qui a corrompu des enfants et des jeunes femmes. Mais c'est vrai, pardon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réalité ressemble à ce qu'une partie des complotistes a mis au jour pendant des années. Donc c'est ça qui est dramatique. On en parle quand même depuis 2019 de cette affaire. Et là, on a l'impression qu'on est à un tournant. Est-ce qu'enfin, la justice va pouvoir s'en saisir ? Je l'espère, mais je ne vois pas comment le parquet de Paris, avec le signalement qui a été effectué, ne peut pas ouvrir une enquête. Ça me paraît impossible. En revanche, ce qui est en train de se passer, et j'y pense en vous écoutant les uns les autres, c'est que notamment sur des infractions telles que de la détention d'images pédopornographiques ou de la consultation d'images pédopornographiques. J'ai envie de vous dire que là, maintenant, monsieur Aidant, s'il avait du matériel pédopornographique, il n'y a toujours pas d'instruction il n'y a toujours pas d'enquête qui est ouverte. Donc en fait, on permet aussi à chacun, j'ai envie de vous dire, un peu de s'organiser, quoi. Parce que du coup, en fait, on attend. Donc on est tous là, effectivement, à se dire, il y a tel nom. Je vais vous dire, même. C'est ça que je dis. Moi, je veux dire, tous les soirs, quand je rentre, effectivement, j'ai mon mari qui dit, bon alors attends, est-ce que tu penses que machin ? Et donc il me sort les noms.
Et donc je trouve ça quand même assez hallucinant. On est dans cette espèce de chasse aux sorcières et tout en restant assez attentiste, on n'a pas une ouverture. Enfin, moi honnêtement, je ne comprends pas. Alors j'imagine qu'on aura une explication. Le parquet de Paris a toujours eu l'habitude de communiquer. Donc c'est vrai que ce silence, je le trouve assourdissant. C'est de les joindre depuis lundi. Voilà, on n'a aucune information et puis du parquet de Paris qui ne nous répond pas. Il n'y a pas de concertation. J'ai sollicité sur Daniel Siad pour savoir ce qu'il en était après la plainte qui a été déposée. Donc une des personnes dont on dit qu'il pourrait être un rabatteur, il s'en est expliqué d'ailleurs, il a dit non, je n'étais pas du tout un rabatteur. Puis attendez, en plus ils se contredisent de manière quand même assez stupéfiante. On a notre président qui vient déclarer que c'est une affaire qui concerne quasiment exclusivement la justice américaine. Bon, c'est vrai que j'ai réagi un peu vivement parce que je trouve que c'est quand même un peu fort de café. Et aujourd'hui, on a quand même son porte-parole, effectivement, du gouvernement qui, quand même, vient nous dire ah non, et puis alors maintenant, on se retranche derrière les victimes, de dire ah ben oui, mais bon, les pauvres victimes, vous imaginez bien, on peut quand même pas les jeter en pâture. C'est pas elles qu'on jette en pâture, attention. Nathalie Buquet, pour la compréhension, maître de cette affaire, je le redis, beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un réseau de gens qui s'organisaient autour de la profession de mannequin et que on se distribuait des mannequins et qu'il y avait parmi ces mannequins des personnes qui avaient 17 ans qui étaient légèrement mineures. Je dis ça exprès. Et on se rend compte que le mot enfant, 9 ans, j'ai entendu 9 ans a été dit, prononcé, etc. On le sait depuis 2019. Ça fait donc il y a des enfants. Je peux pas vous l'affirmer, mais on regarde des condamnations de M. Epstein aux États-Unis en 2008. On sait qu'il y avait des enfants. Donc on sait aussi qu'il a séjourné à plusieurs reprises en France. Il allait jusqu'à venir en France des dizaines de fois par an. Donc vous imaginez bien que ce monsieur qui est quand même connu pour être un pédocriminel avéré, quand il arrive sur le territoire français, il lit pas des livres. Donc c'est vrai, on a envie de savoir qui il fréquentait, où, qu'est-ce qu'il faisait, à qui il avait à bord de son jet, parce que tout ça, pareil, on a les feuilles de vote, on a énormément, à mon avis, d'éléments pour pouvoir tirer un peu les ficelles. Monsieur Epstein, effectivement, donc était quelqu'un d'extrêmement riche. On sait très bien que la plupart des réseaux, qu'ils soient pédocriminels ou autres, ou trafic de stupéfiants, etc., le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc moi, je suis persuadée aussi que lorsqu'on fait des investigations sur le plan financier, on va trouver des flux et on va pouvoir dérouler la pelote. Et j'espère, à un moment donné, que chacun devra prendre ses responsabilités et répondre de ses actes. Le jet qui s'appelait Lolita Express. Le Lolita Express. Son avion. Son jet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Cette affaire, bien évidemment, continue. On continuera de vous informer sur LCI. Bien sûr, tout de suite, on va parler d'une proposition de loi pour relancer la natalité. C'est un rapport parlementaire. Un rapport parlementaire. Voilà. Et le rapporteur, justement, le député Horizon sera avec nous. Il pourra peut-être apporter quelques réponses à quelques-unes de vos interrogations, parce que vous n'êtes pas tout à fait content sur l'une de ces propositions. C'est être payé pour faire des enfants. C'est hallucinant. Scandaleux, je le lui dirai d'ailleurs. Et à tout de suite. Ça commence à faire débat. Mesdames, Messieurs, voici mon édito. Dans quel monde vivent les 577 députés français ? Notre pays crève sous le poids de la dette, notre pays crève sous le poids des intérêts de la dette, mais ça vous le savez, et des générations de Français ne suffiront pas à rembourser les milliers de milliards d'euros que nous avons empruntés depuis des années pour assurer notre train de vie, pour payer les retraites, pour payer les salaires de nos agents publics. Voilà. Chaque mois, d'ailleurs, au passage, 70 millions de Français se saignent, 28 millions d'actifs se saignent encore davantage. Ils transpirent comme des gueux pour rembourser à travers l'impôt, les taxes, que sais-je, la TVA, tout ça, bien sûr. Car oui, la France, ça vous le savez encore, est le pays le plus taxé du monde et nous nous privons tous les mois, pour rembourser les mesures irresponsables votées depuis des années par des députés dont une bonne partie sont des démagogues, il faut bien l'admettre. Car si la France dépense toujours plus, chaque année, si les Français sont de plus en plus taxés, c'est bien à cause du corps législatif. Je parle encore une fois de nos parlementaires qui produisent et qui fabriquent la loi. C'est pas le pape qui fabrique la loi, c'est pas le président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne, ce sont nos députés. Chaque semaine, ici, dans cette émission, nous devons commenter une nouvelle proposition de loi, une nouvelle aide sociale drôlement sympa. Il y a un micro-trottoir avec des Français qui disent « c'est une bonne idée, ouais, très bonne idée ». Mais à la fin, qui paye ? C'est vous. Là, nous allons parler d'une aide de 250 € par mois, par enfant,
n'est-ce pas? Il faut donc multiplier toute la vie jusqu'à ce que l'enfant ait 20 ans. Donc ça fait 250 que multiplie 12 mois, que multiplie le nombre d'enfants, que multiplie 20, puisque c'est une aide accordée jusqu'à l'âge de 20 ans pour l'enfant. Vous imaginez le nombre de milliards que cela représente. J'ai pas fait l'addition, de toute façon, c'est nous qui payons. Savent-ils d'ailleurs, nos parlementaires, faire des additions et des multiplications? Avec quel nouvel impôt va-t-on financer donc cette nouvelle proposition? Voilà, quelle nouvelle taxe va permettre de la combler? Franchement, pour sauver notre État impécunieux, nos députés ne font pas grand-chose, pour être tout à fait honnête. Combien ont-ils supprimé, par exemple, des fameuses agences de l'État? On nous dit depuis des années qu'il y en a environ 1500. Ça fait des années qu'on en parle. Il en reste combien aujourd'hui? À peu près 1500. Dans ces agences de l'État, il y a 800 000 agents publics, dont certains, beaucoup d'ailleurs, redondent avec les fonctionnaires qui sont dans les ministères. Combien en a-t-on supprimé, puisqu'on est en situation de redondance? Pratiquement aucun. Voilà, donc c'est absolument terrible. Et pire, nous venons d'apprendre que la fonction publique française, la plus pléthorique du monde avec le Danemark, par habitant, le ratio par habitant, la fonction publique française avait en 2025 recruté 32 000 nouveaux fonctionnaires. C'est comme si on ne disait rien. C'est comme si, disait ma grand-mère, nous pissions tous dans un violon, mesdames, messieurs. Donc voilà, je pense qu'il faut que nos députés apprennent un petit peu, qu'ils apprennent à faire des économies comme nous, les Français. Nous voulons redevenir, nous les Français, simplement un pays normal. Voilà, avec des députés normaux et avec, surtout, des impôts normaux. Voilà. Alors, pour la première fois de votre carrière, mesdames, messieurs les parlementaires, redevenez normaux et surtout, préparez-nous, fabriquez-nous des impôts normaux dans la moyenne européenne. Voilà notre rêve pour 2026. La parole est à L'un de ces 577 députés est justement sur le plateau. Bonjour. Jérémy Patrier-Létus, merci d'être avec nous. Alors vous êtes l'auteur de l'une des idées fustigées aujourd'hui par Éric. Vous êtes rapporteur de cette mission natalité. Comment inciter les Français à faire plus d'enfants? L'une de vos pistes, parce que c'est un long rapport. Il y a Merci pas mal de de le préciser. Pistes. Voilà. Il y a des parlementaires qui travaillent. Ah oui. Ouais. Et vous allez pouvoir nous donner ces pistes. Mais on va se focaliser sur l'une d'entre elles. Effectivement, c'est ces 250 € versés tous les mois pour chaque enfant et sans condition de ressources. D'abord, on regarde les détails avec Guillaume Lavial. Pour relancer les naissances, que diriez-vous de recevoir 250 € par mois et par enfant sans condition de ressources? Pour ces Français interrogés, la proposition passe mal. Je pense qu'il y a trop d'aides de tous les côtés, pour tout, pour rien. C'est vrai que je suis assez inquiète de voir combien les jeunes ne veulent plus d'enfants, et alors que c'est l'avenir. Cette proposition choc est issue du nouveau rapport parlementaire pour lutter contre la baisse de la natalité. Pour le rapporteur, l'objectif est de permettre aux futurs parents d'avoir plus de visibilité quant à l'arrivée d'un futur enfant, une stabilité souvent recherchée par les couples avant d'envisager d'ajouter un nouveau membre à la famille. La baisse de la natalité de ces dernières années n'est pas liée à une baisse du désir d'enfant. Elle est liée essentiellement au fait que les Français ont perdu confiance dans la politique familiale. Mais ces propositions seront-elles adoptées? Et si oui, inverseront-elles la tendance? En 15 ans, le nombre de naissances en France a baissé de près de 25%. Non, j'en ai tout. Comme dit Isabelle, parole à la défense, effectivement. Monsieur le député, soyez les bienvenus avec nos éditorialistes Isabelle Saporta et Renaud Pilat et bien évidemment Pascal Perry. La première question, forcément, elle est pour vous. L'idée fait bondir Éric Brunet. Est-ce que vous pouvez lui expliquer comment vous avez eu cette idée? Alors, on va faire les comptes plus précisément avec Pascal Perry, mais 250 € par enfant et par mois jusqu'à ses 20 ans, ça fait quand même 3 000 € par enfant tous les ans. Ce qu'Éric Brunet a oublié de dire. 38 milliards en tout. 38 milliards en tout. 38 milliards Non. Oui, 645 000 naissances par an. J'ai regardé un chiffre, peut-être 600 000, fois 250, fois 12 mois dans l'année, fois 20 ans, égale 38 milliards 700 millions. 38 milliards. Et ce que vous avez oublié de préciser, c'est que la politique... C'est pas grave, vous me laissez vous répondre. On est au cœur des 30 glorieuses, on a plein de pognon. Alors, allons-y. Et vous me laissez vous répondre? Oui. Éric Brunet, avec le talent qu'on vous connaît, je vais vous expliquer parce que vous avez oublié quelques éléments. Ce que vous avez oublié de dire, c'est qu'on propose une révolution de la politique familiale pour permettre aux Français qui veulent avoir des enfants d'en avoir. Cette mesure, elle n'est pas en plus. Et vous auriez dû le préciser, vous qui êtes un homme précis. C'est une mesure de simplification. Savez-vous aujourd'hui combien l'État met pour sa politique familiale? 110 milliards d'euros, 5% du PIB. Savez-vous combien coûte l'ensemble des aides budgétaires, des aides qui existent déjà?
30 milliards d'euros. Donc cette mesure, elle n'est pas en plus. Elle vient fusionner les allocations familiales, les prestations du jeune enfant, vous qui parlez de simplification toute la journée sur LCI, et je suis d'accord. Vous qui parlez de simplicité, vous qui parlez de lisibilité. Cette mesure, elle vient fusionner un maquis d'aides incompréhensibles. Ce pays meurt de l'absence de lisibilité. Ce pays meurt, et vous avez raison, d'un manque de simplicité. C'est pas une mesure en plus. Bien sûr qu'on va pas proposer, alors que nos finances publiques sont tâtonnes et que j'appartiens à un parti politique, ça vous a pas échappé, Horizon, qui pendant le débat budgétaire et le débat sur la politique sociale a appelé à des économies. J'appartiens à un parti qui explique par exemple qu'il faut travailler plus pour financer notre système social. Donc vous imaginez bien qu'un député Horizon va pas venir aujourd'hui en vous disant qu'il faut dépenser 40 milliards d'euros de plus dans la politique familiale. Jérémy, cette mesure, elle vient remplacer des aides existantes, mais elle est simple. On s'est fait avoir des centaines de fois avec voilà une nouvelle idée, mais on va la déployer en supprimant cette aide. On s'est fait avoir des centaines de fois. La nouvelle idée est votée, mais parce que des lobbies de telle ou telle nature s'expriment, on ne supprime pas les aides existantes. On s'est fait avoir des centaines de fois. Éric Brunet, vous avez parfaitement raison. Et c'est bien pour ça que j'ai précisé de manière très claire, si vous lisez le rapport, les allocations précises que je fusionne. Tout est écrit. J'ai listé, j'aurais pu dire, on va fusionner, Éric Brunet, si vous me permettez, j'aurais pu dire, on verra le moment venu, on va fusionner une dizaine d'aides. Non, j'ai listé précisément les allocations familiales qu'on va fusionner pour créer ce versement unique. Donc simplifier, d'accord. Moi j'aurais une autre question tout à l'heure sur la condition de ressources. Bien sûr. Il faut faire des économies. Mais juste les 110 milliards d'euros là, de politique de l'enfant. 5% du PIB. Mais comment vous les décomposez en 2 mots là ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Les allocations ? 30 milliards d'aides budgétaires. D'accord. 30 milliards aujourd'hui de droits familiaux à la retraite. D'accord. Les trimestres de retraite. Le quotient familial. Donc on a aujourd'hui une politique familiale qui coûte 110 milliards d'euros. D'accord. Et on devrait s'offusquer, je comprends le coup de sang d'Éric Brunet, mais on devrait s'offusquer de se dire qu'on consacre 5% du PIB de notre pays à une politique familiale qui est illisible et incohérente. Ouais, vous mettez un peu des carottes et des locomotives là dans le même dans les 110 milliards. Hein. Ah bah c'est le coût de la politique familiale, mais le problème c'est qu'elle n'a pas d'objectif cette politique familiale. Si vous le permettez, et je passe la parole. Aujourd'hui, la politique familiale, on est incapable de dire à quoi elle sert, quels sont ses objectifs. C'est vrai. On propose avec Horizon Édouard Philippe une révolution de la politique familiale en lui assignant un objectif politique. Vous imaginez dépenser 110 milliards d'euros sans avoir d'objectif politique ? Allez. Est-ce que ça a déjà marché de donner de l'argent pour faire des enfants ? Est-ce que c'est payant ? Est-ce que les Français sympa, on me donne 200 euros, du coup je vais faire 3 enfants. Est-ce que ça marche comme ça la vie ? Dans la Hongrie de Viktor Orban, ça n'a pas fonctionné. Mais moi je voudrais revenir je suis exactement dans la même lignée que Magali Lunel, ce qui ne m'étonne pas. C'est-à-dire qu'au fond, moi ce qui me pose un petit peu problème. Alors vous allez me dire que c'est moins onéreux de le distribuer à tous que de devoir vérifier à qui on le donne, mais puisque vous êtes de droite, malgré tout, Horizon c'est de droite, je trouve que l'état d'esprit que ça engendre, il n'est pas bon en fait. Voilà, vous avez voté aussi le repas à 1 euro pour tous au Crous. Non, on s'y est opposé. Eh bien, vous y êtes peut-être opposé, mais ce que je veux dire, c'est que cette majorité à laquelle vous n'appartenez pas, tout en appartenant, a voté ça, ce qui pour moi relève du même état d'esprit, c'est-à-dire qu'au fond, là, pour avoir discuté longuement avec le ministre actuel de l'Éducation nationale, Édouard Geoffray, il nous a expliqué très clairement où s'effondre la natalité. D'ailleurs, c'est mis aussi dans votre rapport. Il s'effondre sur les classes moyennes. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les classes populaires continuent à faire des enfants, les populations aisées continuent à faire des enfants, c'est chez les classes moyennes que ça s'effondre. Pourquoi, et là je reprends totalement l'avis de Magali Lunel, pourquoi ne pas cibler les populations précaires, les populations, en fait les classes moyennes. Oui, mais... Et quand vous parlez, je finis juste ça, quand vous parlez aussi, vous apportez des solutions par exemple sur le prêt zéro, sur l'immobilier, donc d'autres solutions en fait. Logement, mode de garde. Je suis entièrement d'accord. Mais vous ne parlez pas au fond du problème qui est ça c'est Antoine Fouché-Spirit, les salaires qui sont insuffisants pour les Français et donc les classes moyennes, et c'est ce qui fait que vous ne faites pas d'enfants parce que vous êtes inquiet pour l'avenir, et vous ne parlez effectivement de l'immobilier avec le prêt zéro, mais vous ne faites pas un grand programme au fond pour aider encore davantage les gens. Donc si vous voulez, moi je vois... Mais si, c'est ça, faites pas comme ça, monsieur Brunet, c'est ça le problème. Si, ce que vous comprenez pas, c'est quoi ? C'est qu'au fond, moi je veux bien qu'on mette 250 balles par mois, si les gens n'ont pas des salaires convenables, et qui n'ont pas, en fait, une facilité pour se loger, et ben vous savez quoi ? Ce sera du pipi de chat. Voilà. Si vous voulez que je le dise plus clairement, monsieur, vous l'avez compris. 3 points. Maintenant j'ai compris. 3 points. Faites-en un, c'est bon. Bah non, attendez, j'ai pas parlé, il y a des viaducs pour une fois. Ne perdez pas de temps inutile, alors allez-y, on vous 3 points.
Alors, premier point. Premier point, il faut saluer le travail du député parce qu'on est à un an de la présidentielle, il n'y a pas une idée. Dans à la droite et le centre, d'ailleurs à gauche non plus. Donc moi je salue le travail du député, c'est des chocs et on en a besoin. Tout le monde a des idées, je comprends pas là. Mais non. Tout le monde a des idées. Vous avez un projet présidentiel. Le parlementaire, il y a 577 parlementaires qui donnent des idées toute la journée. Qui sont coûteuses pour nous. Je suis pas d'accord. On est à 13 mois de la présidentielle, vous avez un programme vous? Mais enfin, des partis. Comment sont arrivées les 400 000 normes en France? Mais non, c'est pas dans le programme, ça fait 30 ans. Non, mais je veux dire. Vous avez rien compris. Mais non, il y a trop d'idées. Il n'y a qu'une idée, c'est faire des économies. Deuxième point. Moi, je considère que c'est une idée vraiment à creuser, voire une bonne idée, c'est reprendre l'allocation sociale unique. Ouais. C'est-à-dire l'allocation de natalité unique. On n'y comprend rien à la politique natalité. Ça part dans tous les sens. Et quand ça part dans tous les sens, il y a de la gabegie, il y a du gaspillage. Et si vous regardez bien la proposition Éric, elle devrait vous plaire. C'est une allocation unique, simple, qui coûtera moins cher que... Je termine. Qui coûtera moins cher... Termine, faut pas l'interrompre. Je termine, j'ai pas coupé là, ça va. Non mais c'est bon, allez-y. Tout le monde se tait. On se retrouve là avec moins de gadgets, me semble-t-il, si cette proposition était mise en place. Troisièmement, on a une natalité qui s'effondre, mais aucune incitation financière n'a marché dans le monde. Aucune. Non. Parce que le désir d'enfant, c'est un mystère extrêmement complexe. On sait qu'on fait moins d'enfants au Mexique, au Brésil, partout, sauf en Afrique subsaharienne. Pourquoi ? Parce que plus on a de liberté individuelle, plus le niveau de vie s'élève, moins on fait d'enfants. Dernière chose, l'immobilier. Non mais non, on fait pas des enfants dans des cages. On fait pas des enfants dans des cages. Et donc là, je suis d'accord avec Isabelle. Le logement en France est en crise. Donc quand on n'a pas d'appart, on fait pas d'enfants. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que vous nous dites que les politiques d'incitation ne servent à rien. Pourquoi est-ce que dans ce cas vous concluez en disant mais son idée est bonne? Si les politiques d'incitation ne servent à rien, on fait comme Javier Milei en Argentine, on dit afuera les politiques, on oublie, on arrête de distribuer de l'argent. Si ça ne sert à rien, on arrête de distribuer de l'argent. Donc vous supprimez les allocs? Vous supprimez les allocs? Non, pas tout. Mais il les supprime les allocs. Les incitations. Son programme. Est-ce que et je ne pensais pas qu'avec des propositions sur la natalité et la famille, qui devrait être un objet politique qui nous réunit, il y aurait autant de vigueur de débat. Juste, je veux préciser une chose importante qu'on n'a pas dit à ce stade des débats. La politique familiale qu'on propose de mettre en œuvre, elle a un objectif simple, et c'est un chiffre qu'on n'a pas cité. Le désir d'enfant en France reste élevé, Éric Brunet. Vous comparez des pays européens où le désir d'enfant n'existe plus. Donc bien sûr que la politique familiale, elle fonctionne pas. Vous allez mettre des milliards d'euros en Hongrie, alors que les Hongrois n'ont plus de désir d'enfant. Ce que notre rapport dit, ce que les Français disent, ce que l'ensemble des études disent, c'est quoi? Le désir d'enfant des Français reste élevé. Les Français veulent des enfants. Et donc ils y renoncent pour des raisons matérielles, de logement, de mode de garde, de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Donc je termine juste en vous disant des choses très concrètement. Si effectivement le désir d'enfant était faible en France, vous aurez raison, vous direz c'est qui ces députés qui nous expliquent que des incitations financières vont donner envie aux Français d'avoir des enfants. C'est pas ça la proposition qu'on formule. Et je termine là. On propose une révolution de la politique familiale qui vise à répondre aux désirs d'enfants des Français. Vous avez envie d'avoir des enfants, vous Éric Brunet? L'État répond aux freins que vous rencontrez. Vous avez envie, mais vous pouvez plus loger vos gamins. Vous avez envie, mais vous n'avez pas de mode de garde. On y répond. Monsieur le député, excusez-moi de vous interrompre, mais ce qui ne fonctionne pas, c'est que je vois pas en quoi, moi, me donner 250 € par mois, ce serait quelque chose de déclencheur. Ça n'a aucun sens de continuer à le donner aux classes moyennes supérieures. Visez ceux qui en ont besoin. Et en plus, franchement, je trouve ça hyper démago, en fait. L'universalité. Ça marche pas. Je vais vous dire. Ça marche pas, l'universalité. Juste d'un mot, monsieur le député, c'est un point de vue personnel, évidemment. L'universalité, c'est pas la représentation de l'égalité. Non. Il faut viser l'équité. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Mais c'est des aides, par exemple, pour se déplacer, pas seulement pour faire des enfants. Regardez comment, en France, on a dépensé 70 milliards d'euros en ristourne d'électricité, en chèque carburant, etc. Y compris pour des gens qui avaient les moyens de payer. On passe à côté du sujet. Moi, je pense qu'il faut, en effet, concentrer les moyens dont on dispose. L'argent public est rare. Mais il faut les concentrer sur les gens qui en ont vraiment besoin. Aucun parti le fera. J'entends est-ce que vous admettez qu'à un moment où la baisse de la natalité est vertigineuse,
on va peut-être pas d'abord baisser les moyens qu'on consacre à la politique familiale, mais on va mieux dépenser. C'est ça le sens de mes propositions. Elles ont été caricaturées au début. C'est une bonne idée. Elles ont été caricaturées. D'accord. C'est pas de l'argent en plus, c'est qu'on a aujourd'hui 110 milliards d'euros qui sont mal dépensés, Et en quoi me qui le donner sont à mal moi, c'est bien. utilisés. Alors là, je réponds à votre question, c'est une très bonne question. On s'est posé la question, est-ce qu'il fallait une politique familiale universelle ? Je pense que la force de la politique familiale française, c'est son caractère universel. Si on veut faire simple, si on veut faire lisible, oui, Bernard Arnault en bénéficiera, je suis d'accord avec vous. Mais c'est tellement plus simple, tellement plus lisible, si on dit que c'est un versement qui concerne l'ensemble des familles. L'État aide les enfants de France, quel que soit leur rang, le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant. Pourquoi l'État dirait qu'on aide plus le troisième enfant que le premier ? Parce que c'est ça aujourd'hui la politique familiale. Ça a été le cas pendant longtemps. Pourquoi on aide le troisième enfant plus que le premier ? L'État, il doit être neutre. L'État, il accompagne l'ensemble des enfants. Quand est-ce que vous allez envoyer un signal aux Français qui répondent sur notre reportage qu'on a vu tout à l'heure, qu'on dit encore une aide, encore une aide ? Quand est-ce que en plus. Bon, très bien, j'ai compris. On a compris. Vous rassemblez des aides, vous fusionnez très bien, et au final, on fera une économie. Pour cela de tout compte. Très bien. Quand est-ce que vous envoyez un signal, vous, le corps législatif, les parlementaires, en supprimant massivement des aides, des dépenses qui redondent, des agences de l'État dont on sait qu'elles sont redondantes, même les sénateurs de droite hésitent à toucher à ces agences de l'État parce qu'ils sont terrorisés, ils ont peur de ne pas être, je sais pas, enfin bref, tout le monde a peur. Être élu, Être élu, quand est-ce qu'on va vraiment taper dans le gras et démontrer aux Français que nos députés, nos parlementaires dans leur ensemble sont capables de faire des économies que nous attendons depuis tant d'années pour payer un peu moins d'impôts ? Éric Brunet, ça vous a pas échappé, vous êtes un acteur, un spectateur attentif de la vie politique. J'appartiens à un parti dont le président, ici même, au micro de Darius Rochebin, a expliqué que l'ordre dans les comptes, c'était important. Vous avez entendu la position des députés Horizon pendant le débat sur le budget, de la sécurité sociale. Nous avons eu le courage de dire qu'il fallait arrêter de dépenser dans ce pays. On a proposé un plan d'économie. On a le courage de dire aux Français qu'il faudra dans le pays travailler plus longtemps. Vous avez entendu beaucoup de candidats à la présidentielle et beaucoup de partis politiques qui vous expliquent très clairement qu'on assume que dans le pays, il faudra faire des économies, dépenser moins et qu'il faudra travailler plus longtemps. Et puis, je vous invite à regarder la proposition de choc fiscal et budgétaire pour les entreprises que propose Édouard Philippe, qui devrait vous plaire, parce que c'est une suppression d'énormément d'aides et c'est un gain d'attractivité pour nos entreprises françaises. Donc ne caricaturons pas les positions. Vous saurez nous trouver pour remettre de l'ordre dans les comptes dans ce pays et on en reparlera si vous le souhaitez. On regardera ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous, on va s'emparer d'un autre chiffre. Les fonctionnaires en France sont toujours plus nombreux et ça énerve encore une fois Éric Brunet. À tout de suite. Bon, autant vous dire la vérité, Magali et moi, nous avons séquestré le député Jérémy Patrier-Letus, député Horizon du Calvados, qui était sur le studio. Comme on avait un thème qui allait peut-être un peu le concerner, on l'a séquestré dans le studio. Voilà, il y a Pascal Perry qui est avec nous, Renaud Pilat, Isabelle Saporta bien sûr, car figurez-vous, mesdames, messieurs, que dans notre problématique, pays suradministré, nombre de fonctionnaires, vous connaissez cette musique, on vous en parle depuis tellement longtemps. La France, sur 196 pays dans le monde, est avec le Danemark, le pays du monde qui a le plus d'agents publics, de fonctionnaires par habitant. Bon, certains peuvent dire c'est formidable d'ailleurs, hein. Mais effectivement, on essaie de diminuer la masse salariale de l'État pour baisser l'endettement, la dépense publique. On est obsédé par ça. Et voilà, patatras, que nous venons d'apprendre que en 2025, nous n'avons pas supprimé d'agents publics comme on le pensait. On n'a même pas un seuil neutre, non. On est à plus 32 000 agents publics en 2025. Voilà, en 2024. En 2024. C'est 2024. Ouais, ça fait une hausse de 0,6% selon l'INSEE, mais attention. Attention, si on regarde les chiffres de 2023, en fait, on voit qu'il y a une décélération, parce que c'est 32 000 agents, presque 39 000 agents en plus. C'était 60 000. C'était 60 000 l'année précédente. J'adore ce genre de truc. Attention, je t'ai mis une gifle sur la joue, mais elle est moins forte que celle de l'année dernière. Tu n'as plus que 42 fièvres, alors que tu avais 41. Voilà. Donc finalement, 42 fièvres. On progresse. on progresse. Mais c'est comme tout ce qu'on dit sur le budget. Ça veut dire quoi? On n'y arrive pas vraiment. Ça veut dire qu'on n'y arrive pas. Alors oui, ça veut dire qu'on n'y arrive pas. S'il faut d'ailleurs financer, vous savez, les vieux jours des fonctionnaires, vous savez qu'il n'y a pas de caisse de retraite des fonctionnaires.
comme il y a une diminution malgré tout du nombre d'agents de la fonction publique au sens où ils sont véritablement fonctionnaires, il y a beaucoup de gens qui ont des contrats de droit privé, voire des contrats publics, mais qui sont contractuels. On aura un jour un vrai problème pour financer les retraites de la fonction publique qui sont extrêmement généreuses. Mais je crois qu'au-delà, il faut se reposer la question de savoir où on a besoin de fonctionnaires. La bonne question, c'est pas combien, c'est où. Moi, je pense qu'il faut des policiers, je pense qu'il faut des juges, des médecins hospitaliers, des infirmières. On a besoin de greffiers dans les tribunaux. On n'a pas besoin de jardiniers à trifouiller les oies avec le statut de la fonction publique ou de cuisiniers dans la restauration collective publique. On a besoin de se réapproprier le sens du fonctionnaire. Le statut de la fonction publique, c'était ça au départ. C'était donner à l'État les moyens de sa politique. Et puis peu à peu, ça a dérivé, notamment en particulier dans la fonction publique territoriale, où on a créé 1 million d'emplois additionnels en une quinzaine d'années, à peu de choses près. Le problème, Eric, il faut le dire maintenant, c'est qu'avec ce statut de la fonction publique, on peut pas régler le problème à bref délai. C'est-à-dire que quand vous embauchez un fonctionnaire aujourd'hui, vous l'embauchez, ce que disait Xavier Bertrand, pour 40 ans d'activité, 20 ans de retraite, 10 ans de réversion. Et c'est vrai. Voilà. Et là, c'est terminé. Et donc, il n'y aura pas de décélération à bref délai. Monsieur le député. Si les services publics fonctionnaient, on pourrait se dire, on a besoin d'autofonctionnaires. Et je pense que vous venez de dire, c'est la bonne réponse. C'est la question, c'est pas de savoir s'il y en a assez ou pas assez de fonctionnaires. C'est est-ce que les services publics fonctionnent ? Est-ce que la justice fonctionne ? Est-ce que les écoles fonctionnent ? Les services publics en France ne fonctionnent pas assez bien pour vous. Bien sûr. Je veux dire, pardon, Éric Brunet me disait tout à l'heure que les députés vivaient dans une bulle. J'ai pas le sentiment de vivre dans une bulle, et quand je me promène dans ma circonscription, je constate que les services publics ne fonctionnent pas toujours bien. Quel était votre il suffit métier, d'aller aux urgences dans l'hôpital. Moi, je me suis occupé en tant que député de la restauration du chantier de Notre-Dame de Paris. J'étais le bras droit du général Georges Lain. Donc je suis un homme d'ordre, vous voyez, dans les comptes et dans la rue. Travaillé dans le secteur privé, vous êtes vous-même fonctionnaire. Ah non, je ne suis pas fonctionnaire, mais si je l'avais été, je le regretterais pas, mais je ne suis pas fonctionnaire. J'ai fait études d'économie et de finance, pas loin d'ici, dans une université parisienne, donc je sais à peu près compter, en tout cas, je crois. Je me souviens de la thèse d'Éric Brunet. Mais la réponse à tout ça, c'est pas le nombre. Il y a moins d'infirmières par patient dans l'hôpital public allemand, qui est un des meilleurs du monde. Il y a moins le système de santé allemand est pas bon. Ah, l'hôpital public allemand est pas bon du tout. Je vais juste au bout de ma logique. Vous touchez du doigt quelque chose d'important, Éric Brunet, c'est qu'on a une suradministration des services publics. Il faut plus de fonctionnaires de terrain. Et vous avez raison. Plus d'infirmiers, moins dans les bureaux. Si j'étais caricatural, je vous dirais moins dans les bureaux, plus sur le terrain. C'est bien sûr plus complexe que ça, mais ce qui compte, et c'est ça, je pense, le bon débat qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est est-ce que ces fonctionnaires permettent d'assurer un service public qui fonctionne. Et les Français ont le sentiment aujourd'hui qu'à l'hôpital ou à l'école, les services publics ne fonctionnent pas assez bien. Et c'est là le vrai défi. Parce qu'on a une administration de directives, monsieur le député, et pas de services. Et c'est historique. Et parce que par principe, dans notre pays, on ne fait pas confiance. Par principe, on contrôle. C'est vrai. Et si on veut changer le pays, on parlait de révolution. C'est ça les directives. Moi, je vais vous dire, il faudrait mettre dans la Constitution un principe de confiance. Par principe, on fait confiance et ensuite on contrôle. Ça porte appui là. Et je termine, tant qu'on contrôlera avant de faire confiance, on n'y arrivera pas dans le pays. Renaud. Non, je considère qu'il faut entièrement revoir le statut des fonctionnaires. Il faut faire reset. Mais c'est une bombe politique. Personne n'aura le courage. Il faut entièrement changer les ressources humaines. Les DRH dans la fonction publique, c'est pas personnel, ces systèmes sont nuls. Nuls. Quand vous discutez avec énormément de fonctionnaires, ils sont malheureux. Malheureux. Des profs, le mérite malheureux. n'est pas récompensé. Non, mais le mérite n'est pas récompensé. Lorsque vous êtes jeune prof, et même si vous avez eu votre CAPES avec des bonnes notes, vous êtes tout d'un coup dans un département, vous êtes à 800 km de là où vous êtes né, en fonction des points, mais on comprend rien, et ils sont payés 2000 € net en Ile-de-France, 2000 € net, les salaires sont, les loyers sont à 1000 €, le 16 du mois, vous avez plus de compte. Donc, mais le mérite, les résultats, l'emploi à vie, terminé. Terminé l'emploi à vie, terminé.
Voilà. Mais ça se ferait, ça ? Non. Non, Bien. ça se ferait pas. Moi, je Isabelle. voudrais revenir sur un point très intéressant qu'a soulevé Pascal Perry, c'est la question des retraites des fonctionnaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un Premier ministre, François Bayrou, qui assez courageusement avait parlé de cette dette cachée, effectivement, des retraites des fonctionnaires. Et le patron de l'époque de la Cour des comptes, M. Moscovici, avait dit que c'était des mensonges. Quand on revient aux chiffres que donne aujourd'hui le Figaro, ils expliquent que dans la fonction publique d'État, on a 1,95 million de fonctionnaires seulement qui cotisent pour 2,53 millions de pensionnaires. Ça ne peut pas marcher. Quand vous avez moins d'actifs que de gens en retraite, ça ne peut juste pas marcher. Et moi, la question que je vous pose, c'est quand est-ce que quelqu'un aura le courage de reprendre ce qu'avait dit Bayrou, c'est-à-dire qu'il y a une dette cachée et qu'on va se traîner en fait. C'est une dette qu'on appelle la dette hors bilan. Elle est 4 000 milliards d'euros. Et qui est ahurissante. Et par ailleurs, pardonnez-moi, je vous rends tout de suite la parole, ça revient exactement à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'état de la fonction publique. Pourquoi ça marche pas ? Parce qu'effectivement, on a tous les retraités, au fond, qui comptent. Quand vous parlez d'éducation nationale, vous parlez aussi, en fait, des retraités de l'éducation nationale. Donc, il n'y a pas un rond sur l'éducation nationale, il n'y a pas un rond sur les hôpitaux. Non, mais très rapidement, sur le financement des retraites, c'est pas que chez les fonctionnaires, qu'il n'y a pas assez de cotisants pour les retraités. Je le dis juste parce que ça touche aussi le système privé. Après, juste un élément de plus sur les fonctionnaires. La question, en fait, c'est pas la taille de l'État, c'est sa performance. Si l'État est performant, s'il assure ses missions régaliennes de manière efficace, alors le pays sera suffisamment administré. Mais c'est vraiment une question de performance, c'est ça l'enjeu. Et puis d'organisation de l'État, de millefeuille administratif, on en parle depuis des années. Là, je vous donne le point, Eric Brunet. Le millefeuille administratif, ça fait 40 ans qu'on en parle. Les régions, les départements, Monsieur le député, l'État. La complexité, vous savez, les doublons, les triplons, la culture. Il faut une culture de la performance, de l'efficacité, du résultat. Merci. Tout le monde s'en occupe, la santé, tout le monde s'en occupe. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. On part en Iran, mesdames, messieurs, où il se passe des choses extrêmement graves, sérieuses, aujourd'hui. À tout de suite. Mesdames, messieurs, nous allons vous parler maintenant de ce qui se passe aujourd'hui en Iran après ces épouvantables massacres du 8 et du 9 janvier 2026, il y a quelques jours, un mois tout au plus. Eh bien, le régime attendait cette date très importante du 11 février 2026, qui est tout simplement les 47 ans de la révolution islamique de 1979. Vous voyez des images qui vous montrent Téhéran ce matin et qui montrent ce que ont toujours dit nos experts, par-delà la contestation, par-delà les ressentis qui nous disent que 3/4, 80% parfois, nous disent certaines personnes, de la population est plutôt hostile à cette République islamique d'Iran, demeure un seuil important de plusieurs millions d'Iraniens. 1, qui la soutiennent, 2, qui sont sans doute complices à certains niveaux du système, en ayant des responsabilités administratives un peu partout. Et ces Iraniens-là, qui soutiennent le régime, sont aujourd'hui de sortie pour les 47 ans donc de la République islamique d'Iran. En tout cas, le régime iranien, le régime des mollahs répond donc avec ces images aux menaces proférées encore une fois par les États-Unis et puis répond dans ce contexte d'extrême tension parce que vous le savez, des négociations avaient été entamées entre l'Iran et les États-Unis vendredi dernier. Pour le moment, ça ne donne rien et le régime répond avec ces images. Il célèbre donc le 47e anniversaire de la révolution islamique, mais cette année, il les manipule, ces images. C'est une démonstration de force et c'est un message envoyé avec un message extrêmement clair qui a été prononcé d'ailleurs par le président iranien dans la foule ce matin. Écoutez. Nous accueillons les manifestations. Nous considérons la protestation comme une bénédiction. Nous avons le devoir d'écouter les protestations. Nous sommes écœurés par la destruction, le vandalisme, les meurtres et les incendies criminels. Aucun Iranien ne prendrait les armes pour tuer un autre Iranien. Aucun Iranien n'incendie une mosquée. Aucun Iranien ne met le feu au transport public ou aux biens publics. Voilà, ça s'appelle l'inversion de la charge de la preuve. Il y a autour de la table Isabelle Saporta et Renaud Pila, nos éditorialistes. Le général Dominique Delors est avec nous, comme Nivine Potros, Magali Barthès du service international. Et nous sommes très heureux d'accueillir Aïda
Tavakoli. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes doctorante franco-iranienne et vous présidez et vous êtes la cofondatrice également de l'association We Are Iranian Students. Voilà, une association d'étudiants iraniens. Là c'est magnifique. Là c'est en gros ce sont les manifestants. Quand on écoute la voix officielle du régime, ce sont les manifestants qui à la fin du mois de décembre et au mois de janvier, les anti-régimes qui ont incendié des mosquées, qui s'en sont pris à la sécurité intérieure et qui ont vraiment jeté le trouble comme s'il s'agissait de terroristes. D'ailleurs, ils sont appelés terroristes par le régime. Tout à fait. Malgré tout, on a quand même une documentation massive des organisations de défense des droits humains avec des témoignages, des vocaux, des films qui nous ont été envoyés d'ailleurs de l'ensemble du pays. C'est pas seulement Téhéran qui atteste des crimes contre l'humanité qui se sont produits il y a un mois, comme vous y faisiez référence. Et on voit ici cette guerre de l'information. D'ailleurs, on rappelle que pendant ces 2 journées et les 15 journées qui ont suivi, il y a eu un blackout, c'est-à-dire les moyens de communication ont complètement été coupés par le régime iranien, ce qui a enfermé la population civile iranienne dans un huis clos total, ce qui prouve à quel point est-ce qu'ils sont inquiets que la véritable information et les véritables crimes qui ont été commis puissent nous parvenir. Quels sont on est le 11 février, beaucoup de chiffres ont circulé sur ces journées, ces massacres perpétrés par le régime contre les populations civiles le 8 et le 9. Quels sont les chiffres dont on dispose aujourd'hui? Je sais qu'il y a eu des évaluations, je sais même que des fonctionnaires du ministère de la Santé iranien officiel ont téléphoné en cachette, ont documenté, ont essayé de donner des éléments sur la base des cercueils qu'on voyait circuler, etc. On a essayé de l'obtenir, ce chiffre. Quels sont vous, militante associative, en connexion permanente avec des Iraniens, quels sont les chiffres qui vous semblent le plus vraisemblables sur les personnes blessées et assassinées par le régime? Oui, merci de faire référence effectivement à cette solidarité, aux fractures qui sont en train d'arriver à l'intérieur même du régime. Face à l'ampleur de ces crimes, des fonctionnaires effectivement ont posé leur démission, continuent à documenter et ont construit un réseau, notamment les soignants qui sont aujourd'hui toujours victimes de la répression du régime islamique qui les traque jusqu'à chez eux pour les arrêter. On parle de disparition forcée puisque ces arrestations ne sont pas des médecins qui ont soigné des étudiants blessés par le régime ont été traqués, sont toujours traqués, des médecins parce qu'ils ont osé soigner des manifestants. Absolument. C'est une méthode aujourd'hui du régime de continuer ce régime de terreur et de traquer effectivement ces médecins qui, de façon extrêmement courageuse, ont construit ce réseau de documentation. Ils l'ont d'ailleurs appelé le lion et le soleil rouge en référence au drapeau national historique de l'Iran, le lion et le soleil rouge comme la croix rouge, pour dire qu'en fait, en tant que médecins et soignants, nous refusons cette répression et même ceux qui, effectivement, étaient fonctionnaires sont tellement abasourdis de l'ampleur de cette traque et de ces crimes qu'ils refusent de se taire. Vous ne m'avez pas répondu, le chiffre aujourd'hui qui vous semble le plus plausible sur ces journées meurtrières? C'est à minima 40 000 personnes tuées. À minima 40 000 personnes, puisque ce réseau dont je vous parle a réussi à travers la mise en commun de données et les décomptes dans les morgues des différents hôpitaux répartis sur l'ensemble du territoire iranien, à comptabiliser 40 000 morts à l'intérieur des hôpitaux, c'est-à-dire que ça ne compte pas ceux qui sont morts dans la rue et dont les cadavres ont été confisqués. D'ailleurs, c'est une méthode aussi de torture psychologique et d'extorcation du régime islamique. Ils extorquent le droit des familles à récupérer le corps de leurs proches contre soit des aveux forcés, soit la participation à ces manifestations, ces images qu'on a vues, soit contre de l'argent. Confirmer le chantage. Vous confirmez qu'une partie des manifestants aujourd'hui, le régime leur a dit votre frère, votre fils, votre fille, votre père est aujourd'hui détenu dans nos prisons parce qu'ils ont manifesté en janvier. Si vous descendez dans la rue aujourd'hui pour afficher votre soutien à ce régime, on pourra les amnistier. Exactement. Voilà le chantage qu'est en train d'exercer le régime. Exactement. Et ils ont la main complètement libre dans ce chantage-là, puisque
face à ces crimes, qui pourtant ont été documentés, au courage à couper le souffle des Iraniennes et des Iraniens qui continuent malgré tout à descendre dans les rues, la communauté internationale n'a pas réagi. Y a-t-il... Il les invite même à la table des négociations. Y a-t-il, quand il s'est passé des événements, que ce soit à Gaza ou ailleurs, des instances internationales ont tenté de documenter, d'enquêter, à juste titre, souvent, pour essayer de qualifier, de comprendre la nature des crimes. S'agissait-il de crimes, de faits de guerre? On veut savoir et on documente, on travaille, on amasse. À Boutcha, en Ukraine, quand il est apparu que les Russes avaient descendu cyniquement, abjectement des civils qui se promenaient avec leurs petits vélos dans une petite île, on a enquêté. Que se passe-t-il aujourd'hui à Téhéran et ailleurs? Y a-t-il des enquêtes internationales pour qualifier ou pas d'ailleurs ces crimes de crimes contre l'humanité? Eh bien, on sait que la rapporteure spéciale de l'ONU, la Fact-Finding Mission, qui avait été ouverte au moment de Mahsa Amini en 2022, le mouvement Femmes, Vie, Liberté, eh bien son mandat a été reconduit pour 2 années, alors que d'habitude c'est d'ailleurs des mandats annuels. Cette fois-ci c'est 2 années parce qu'on est conscient de l'ampleur de ces crimes. Néanmoins, le régime islamique, évidemment, ne donne pas accès au territoire pour enquêter sur place, mais il y a des moyens qui sont utilisés et qui sont malgré tout très crédibles à travers les canaux de communication comme Telegram, comme Signal, donc des moyens qui sont cryptés. Les manifestants et même toute la population civile iranienne doit prendre des précautions immenses pour pouvoir communiquer avec l'extérieur, mais les moyens existent et aujourd'hui les chiffres qu'on entend sont réels. Vous savez, madame, qu'il y a un peu moins de 5 siècles, il y a eu ici, à quelques centaines de mètres de nos studios, un événement qui s'est appelé la Saint-Barthélemy. En 1572, il y a eu 30 000 morts. 5 siècles après, les Français en parlent encore. Presque tous les jours, la Saint-Barthélemy, c'est constitutif de notre histoire, c'est une tragédie nationale, voilà, 30 000 morts, voilà, et vous parlez de 40 000 morts le 8 et le 9 janvier, que tout le monde serait promptement prêt à oublier. Hein. Si on n'en parlait pas tous les jours ici, tout le monde serait prêt à oublier cette tragédie. On imagine que voir ces images, évidemment, ne vous sont pas indifférentes. L'analyse de ce qui se passe aujourd'hui, Magali, avec ce régime qui met en scène cette ferveur populaire pour célébrer le 47e anniversaire de la révolution islamique, c'est un leurre? C'est une démonstration de force, c'est une façon d'envoyer un message évidemment aux Américains au moment où donc ces négociations n'ont rien donné pour l'instant absolument, mais Donald Trump évoquait un possible nouveau round de négociations la semaine prochaine, et donc c'est pour afficher en effet ses soutiens et pour dire le régime tient et le régime n'est pas affaibli par cette contestation. C'est le message que veut faire passer Pezeshkian, qui, à la tribune tout à l'heure, a aussi expliqué que son pays ne céderait pas de toute manière aux demandes excessives des Américains, comprenez. Donc on voit cette négociation qui est quand même extrêmement tendue au moment où Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, est à Washington pour essayer, là aussi, de pousser son agenda à lui. On va y revenir, mais il y a une autre image qu'on voudrait analyser avec vous, là, cette fois générale, parce qu'il y a cette démonstration de force du régime. On le savait, qu'il y aurait plein de monde dans les rues, parce qu'il sait faire, et c'est comme ça que ça se passe à chaque fois, soit en les payant, soit en mettant en place un chantage abject. Il y a une autre image qui a été envoyée par le régime iranien, c'est celle-ci. Regardez, c'est un missile balistique qui a été exhibé dans la foule au moment de cette manifestation. On le voit ici. Et c'est quoi ce missile? C'est l'un des missiles qui avait été utilisé par l'Iran au moment de la guerre des 12 jours contre Israël. Le message, il est clair. Il y a des négociations en cours. On sait très bien que les Américains et les Israéliens veulent mettre sur la table le nucléaire iranien, la répression évidemment, et le programme balistique de l'Iran. Le message envoyé, c'est quoi? C'est que le régime dit notre programme balistique, il n'est pas question qu'on y revienne. C'est exactement ce que va dire à l'inverse Netanyahou à Trump cet après-midi. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il ne va pas falloir dissocier les missiles du problème des armes nucléaires. Et je pense que c'est logique. D'ailleurs, toutes les grandes négociations internationales qui ont eu lieu depuis des dizaines d'années couplaient bien les têtes nucléaires avec les missiles. On l'a vu entre les États-Unis et la Russie, et l'URSS, puis la Russie. Pour revenir à ce problème-là, pourquoi les vecteurs sont-ils aussi importants? Parce qu'effectivement, les vecteurs peuvent emmener des armes nucléaires, mais ils peuvent aussi emmener autre chose.
bien sûr les charges classiques, on l'a vu, vous l'avez cité, mais il y a aussi les autres armes de destruction massive potentielles, qui sont les armes chimiques et les armes biologiques. Donc il n'est pas possible de découpler le problème des vecteurs à longue portée des armes nucléaires ou de tout autre système d'armes de destruction massive. Je pense que si ça va être le point clé, à mon avis, des discussions entre les deux dirigeants cet après-midi, et s'ils arrivent à la même conclusion, et si les Iraniens maintiennent leur position, il y aura à ce moment-là la suite de l'étude de l'option conjointe d'une action à la fois américaine et israélienne pour détruire non seulement évidemment les secteurs de lancement de vecteurs, mais aussi les armes nucléaires et les passes d'armes, parce qu'il ne faudra pas les oublier dans la distribution. Moi j'ai juste un sujet, parce que nous fonctionnons comme des Occidentaux, et je me souviens de Didier Djadi, qui est souvent à votre place, sociologue franco-iranien, réfugié politique, qui nous dit « Attention, ne jamais croire en la parole de Khamenei et du pouvoir aujourd'hui iranien. Ils mentent, ils sont dans la culture du mensonge à l'intérieur de leur pays, mais également sur le plan international. C'est un peu difficile, parce que c'est difficile de faire des procès en mensonge à tout le monde, mais vous diriez la même chose, vous ? Oui, et puis quand ils disent très bien sur le nucléaire, on est tout à fait disposé vraiment à arrêter le nucléaire militaire et à travailler que sur le nucléaire civil. On a compris, négociant, etc. Ça vous semble être des fadaises et des mensonges à vous ? J'irais même un tout petit peu plus loin. J'irais même jusqu'à dire que quand bien même ce ne serait pas des mensonges, je pense que c'est une erreur, une triple erreur en fait, de négocier avec eux sur ces sujets-là. La première chose, c'est une erreur morale, évidemment, puisque on sait, Donald Trump, une fois que les manifestations avaient commencé déjà en Iran, puisque évidemment elles n'ont pas attendu l'extérieur pour commencer, cette révolution est extrêmement organique et vient de l'intérieur de l'Iran, mais une fois qu'elles avaient commencé, Donald Trump leur a promis aux manifestants de l'aide qui n'est jamais arrivée. Donc, tous ces morts, ils sont allés en se disant que l'aide américaine allait arriver. Ils s'étaient même engagés dans ce tweet à ne plus négocier avec les dignitaires du régime. Première erreur. Deuxième erreur, c'est une erreur juridique, puisque on sait qu'en 2005, au sommet mondial de l'ONU, il y a la responsabilité de protéger qui a été votée par plus de 140 pays. Qui dit quoi, cette responsabilité de protéger ? C'est que quand il y a une population civile qui est victime, soit du crime de génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre, eh bien c'est la responsabilité de la communauté internationale de lui porter secours, ce qui n'a pas été fait. Nous n'avons pas déployé des satellites Eutelsat côté européen ou Starlink côté américain pour pouvoir les sortir de ce huis clos. Nous n'avons pas déployé toutes les possibilités de sanctions qui sont à notre disposition, notamment vis-à-vis de la flotte fantôme qui vend le pétrole américain à la Chine. Nous n'avons pas déployé non plus nos dispositions militaires. En tant qu'Européens, la France a une base militaire tout à fait crédible aux Émirats Arabes Unis. La flotte britannique est tout à fait puissante également. Nous n'avons pas exercé de pression dissuasive militaire à cet égard. Nous avons sanctionné 20 dignitaires du régime, non pas 2000. Vous voyez, donc nous n'avons. Qui nous arrange ce régime, c'est ça que vous voulez dire? Je pense qu'on a une myopie par rapport à la faillite structurelle de ce régime, et c'est donc la troisième erreur que l'on fait. C'est une erreur stratégique du point de vue des intérêts occidentaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train d'imaginer faire un deal, mettre sous scellé le nucléaire, mettre sous scellé le programme balistique. Imaginons que le régime islamique est tout à fait honnête et accepte les termes de ce deal. C'est un régime qui est structurellement en faillite. La faillite hydrique aujourd'hui, c'est une obligation constitutionnelle du régime islamique qui demande une autosuffisance alimentaire, c'est idéologique, pour nourrir 90 millions de personnes sur un territoire aride. C'est absolument impossible, c'est un point de non-retour qui a été atteint. Ensuite, la faillite économique, elle est due à la corruption, massivement, pas seulement aux sanctions. Et la fracture entre la société civile iranienne, 90 millions de personnes à 70% moins de 35 ans, qui demandent la fin de ce régime, qui est la population non seulement la plus nombreuse du Moyen-Orient, mais aussi la plus instruite et éduquée, elle ne pourra pas rester sous scellé de ce régime islamique. Donc vous voulez dire que un programme nucléaire ou pas. Vous voulez dire que tous les engagements qui sont pris aujourd'hui ne valent rien du tout, car c'est un régime, c'est un tigre de papier
Qui peut promettre tout ce qu'il souhaite promettre. Ça n'engage rien puisque par définition c'est tellement fragile. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas imaginer, nous en tant qu'Occidentaux, pouvoir refaire de ce régime islamique un partenaire commercial, un partenaire politique crédible. C'est trop tard, c'est un État qui est en faillite. Alors vous avez vu, est-ce que ça va donner quelque chose, effectivement, comme il n'y a pas de négociation possible, et en tout cas on voit que ça n'a rien donné en fin de semaine dernière, Donald Trump a proféré de nouvelles menaces sur ce régime. Écoutez-le. Comme vous le savez, nous avons actuellement une flotte massive qui se dirige vers l'Iran. Nous verrons ce qui se passera. Je pense qu'ils veulent conclure un accord. Je pense qu'il serait stupide de ne pas le faire. Nous avons détruit leur programme nucléaire la dernière fois et nous verrons si nous en détruirons davantage cette fois-ci. Voilà, et il annonce donc un nouveau porte-avions en route vers l'Iran, Nivin, alors qu'il y a déjà une armada extrêmement impressionnante, déjà présente pas loin de l'Iran. En quoi ça va consister, ce nouveau porte-avions ? Est-ce que ça va agrandir cette flotte américaine? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette armada, elle ne cesse de grandir, de grossir, parce que ces derniers jours, presque dans l'indifférence totale, eh bien, les États-Unis, ils ont continué d'amasser du matériel dans la région. Dernier exemple à date, eh bien, des F-35 de la Garde nationale du Vermont, qui ont été aperçus prenant la direction du Moyen-Orient, ce qui porterait à une dizaine le nombre de F-35 disponibles sur place, sans compter évidemment ceux qui opèrent déjà dans la région sur l'US Abraham Lincoln. Le porte-avions, vous le savez, il est arrivé le 27 janvier dernier dans la région, et puis petit à petit, eh bien, il se rapproche des côtes iraniennes avec évidemment toute son escorte. On rappelle quand même les chiffres impressionnants. 5600 hommes, 80 avions et hélicoptères, 3 destroyers, un sous-marin d'attaque, un géant des mers capable de tirer 120 missiles par jour. Et comme si cela ne suffisait pas, eh bien, les Américains ont également décidé de déployer eh bien, de nouveaux systèmes THAAD, des systèmes Patriot, partout où se trouvent des soldats américains, c'est-à-dire en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, en Arabie Saoudite, mais également au Qatar. Et c'est très important parce que selon un ancien responsable militaire américain, leur présence, ces systèmes Patriot, ces systèmes THAAD, ça veut dire beaucoup. Le déploiement de ces systèmes est coûteux. Avec de tels mouvements, la probabilité qu'ils soient utilisés augmente. Wow. Autre signe que... Non, attendez, je me permets, pardon, ça part parfois, vous savez, les gens qui regardent la télévision, et puis il y a un petit affaissement de l'attention, vous voyez. Et là, ça notre boulot, c'est d'appuyer un peu quand c'est nécessaire. Non, ce que vous venez de dire est dingue. Bien sûr. C'est que, qui c'est ce Seth Jones? C'est un ancien responsable du département de la Défense, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le fonctionnement de l'armée américaine. Il dit en gros, si on déploie un tel matos, c'est pas cosmétique. C'est pas pour décorer. C'est pas de la chorégraphie. La logique américaine, c'est toujours utiliser la surpuissance. Donc, plus vous avez de temps, plus vous amassez des forces, plus vous êtes dans un rapport favorable, plus évidemment, ça donne du poids au choix politique. Et donc, effectivement, plus l'arrivée d'un deuxième groupe aéronaval, qui peut soit travailler conjointement à partir de la Méditerranée avec celui qui est déjà dans le Golfe arabo-persique, soit éventuellement relever le premier, parce que là aussi il y a des relèves qui doivent être effectuées. Mais en tout cas, ça va donner un moment de surpuissance. Si ce groupe aéronaval est en train de traverser l'Atlantique, on pense qu'en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, il sera sur zone. Ce qui veut dire que les probabilités de l'option militaire ne font que monter, surtout si on voit aucune avancée dans le domaine diplomatique. Donc oui, à partir du moment où vous renforcez la défense solaire des pays arabes, vous êtes en train d'essayer de les calmer, puisque on sait qu'ils sont opposés à une action militaire américaine, et donc ils sont en train de leur dire qu'ils vont tout faire pour les protéger, et qu'aucune action initiale ne démarrera des pays arabes. Il démarrera des groupes aéronavals et d'Israël, parce que Israël sera un moment mêlé à cette action. Aïda Tavakoli, j'ai une petite question là, pour vous. Est-ce que vous en voulez à Donald Trump d'avoir incité les Iraniens à se révolter? Ils l'ont fait. Et à ne pas être intervenu comme il s'était engagé à le faire pour les soutenir, là, courant janvier, avec les dizaines de milliers de morts que cela a inclus. Vous lui en voulez ? Écoutez, encore une fois, la révolte des Iraniens et des Iraniennes leur appartient.
Et ils n'ont attendu personne pour aller dans les rues. Néanmoins, c'est une véritable trahison et c'est une erreur morale de la part du président de la plus grande puissance mondiale de s'adresser directement à une population civile, les encourager à prendre leurs institutions, leur promettre une aide et s'engager à ne pas négocier avec le régime. De changer d'avis en 24 heures et donc de laisser tomber complètement ces populations civiles. C'est ce que vous dites et répétez d'ailleurs Isabelle Saporta à ce micro depuis un mois. C'est ignoble en fait. Enfin, pardonnez-moi, c'est ignoble, c'est lamentable. Alors, elle reste très calme. Bravo Aïda, vous êtes. Mais parce que Isabelle, c'est pas parce que c'est schizophrénique en fait. pour une franco-iranienne ou une iranienne. C'est schizophrénique parce que on attend d'un certain côté, on espère de cet homme une aide militaire qui pourrait faire basculer les choses et le destin d'un pays qui est cadenassé depuis 47 ans. Et en même temps, on est de votre avis. Alors pardonnez-moi, je vais essayer de décrypter le Aïda Tavakoli parce qu'elle est beaucoup plus beaucoup plus nuancée que moi et elle a vraiment un discours qui est merveilleux et je vous trouve très brillante, madame. C'est que en fait, elle a quand même dit une chose, c'est que quelle que soit l'intervention des uns ou des autres, pour le moment, on a tous été nuls. On s'est tous compromis avec ce régime dégueulasse, et qu'on a tous été lamentables. Et qu'à la fin, il n'y a que les Iraniens qui s'en sortiront par eux-mêmes, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont éduqués, et parce que rien ne pourra les arrêter. Je vous ai décrypté un petit peu de façon à la hache, mais au fond, c'était ça que vous pensiez. Et ça, je pense qu'il faut l'entendre, et qu'on ferait bien d'arrêter de se compromettre avec ce régime pourri, en fait. Alors, c'est pas mal. Il y a peut-être quelque chose qui se prépare du côté des États-Unis. Il va y avoir une pression monumentale cet après-midi à la Maison-Blanche, puisque Benyamin Netanyahou est reçu par Donald Trump. Est-ce que ça peut changer la donne ? Je crois qu'il ne faut avoir aucune confiance en Trump à partir du moment où on a vu ce qu'il fait en Ukraine. Il a promis de faire avancer la cause ukrainienne. En fait, ça fait des mois qu'il balade tout le monde. Il balade les Européens, il balade les Ukrainiens et il se fait balader par Poutine. Deuxièmement, je nuancerais les avantages d'une intervention américaine. Netanyahou qui pousse, évidemment, Israël pousse, mais je pense pas que ça fait la décision de Trump. Mais bon, je suis pas un expert de l'Iran, mais enfin, quand on entend tous les experts de l'Iran, les diplomates, même Emmanuel Macron et les Européens, le changement, est-ce que les pays arabes, vous le dites, sont opposés à une intervention américaine? Peut-être qu'ils savent que derrière, il n'y a pas une opposition qui pourrait prendre le pouvoir. Peut-être qu'il y a des désavantages. Le Qatar, par exemple, l'Arabie Saoudite, qui sont des pays opposés à l'Iran, sont contre une intervention. Donc on sent bien qu'Israël pousse, mais est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce qu'il n'y a pas de régime de rechange, en tout cas de hiérarque de rechange? Bon, les interventions américaines depuis 30 ans, on a vu ce que ça a donné. Là, c'est d'autant plus difficile qu'on est sur un pays administré, avec des territoires, une administration, des soutiens du régime, des gens qui ont intérêt, des familles entières dans tout l'Iran. Jusqu'à la moelle des os, en plus. Qui ont intérêt à ce que le régime reste avec des passes d'Arabes. C'est pas l'Irak. C'est pas l'Irak. Il y a des millions. D'ailleurs, il y a des gens dans la rue aujourd'hui. Ce ne sont pas que des collabos à qui on met des baïonnettes dans les fesses en leur disant allez manifester pour le 47e anniversaire de la République islamique. Il y a des gens dans la rue. Donc il y a quand même une partie non négligeable de l'Iran, quelques millions de personnes, qui soutiennent. Et détruire comme ça un appareil administrativo-bureaucratique et politique avec des millions même s'ils sont ultra minoritaires, c'est dur, c'est difficile. Mais c'est tout le débat qui anime la Maison-Blanche et le Pentagone depuis des semaines maintenant. Est-on vraiment persuadé que des frappes américaines iraient donner le coup de grâce à ce régime qui, pour prendre la suite? On sait que ces derniers temps, d'ailleurs, l'administration américaine a multiplié les rencontres avec des gens de la diaspora iranienne aux États-Unis, mais il est certain que Trump est sur une corde raide parce que... C'est toujours le prince Reza Pahlavi qui est a priori celui qui pourrait assumer la transition. C'est pas l'unanimité du tout. Il fait pas l'unanimité. Absolument pas. Non. Et puis il a été plutôt balayé par Donald Trump. Mais ce qui est certain, c'est que ces négociations à Oman la semaine dernière finalement donnent de l'air à ce régime quand même. Et lui permettent de se relégitimer d'une certaine façon parce que il se retrouve quand même face aux négociateurs américains. Donc, si ces négociations n'aboutissent pas, là, Donald Trump va être obligé de prendre une décision. Mais pour le moment, il a quand même fait le pari de cette négociation avec certains dans son entourage, je pense notamment à son vice-président,
extrêmement inquiets sur la déstabilisation régionale que pourraient apporter ces frappes américaines. Et il y en a d'autres dans l'entourage de Donald Trump qui lui soufflent qu'au contraire, c'est le moment d'en finir et qu'il laissera ainsi son nom dans l'histoire. Ce qu'on voit quand même avec l'annonce peut-être de ce deuxième groupe aéronaval qui pourrait rejoindre la région, c'est qu'en effet, il y a une surpréparation américaine et que quand même plus les jours passent, moins les négociations avancent, plus la probabilité de frappes américaines se concrétise. Voilà. Et c'est ce que vous attendez aussi. Est-ce que vous les attendez, ces frappes américaines ? Écoutez, moi je dirais qu'il faut quand même peut-être ne pas se demander autant, et je parle surtout pour l'Europe et la communauté internationale, ne pas se poser autant la question du coup de grâce, parce que je pense que personne ne le connaît. Les dictatures finissent par tomber, mais personne ne connaît le dernier coup de grâce qui effectivement les font tomber. Et cette dictature, on l'a décrit à quel point elle est complexe, à quel point elle est tentaculaire, mais elle est également extrêmement fracturée et elle ne tombera que de l'intérieur avec des fissures internes. Moi, j'aimerais qu'on se pose la question de notre obligation de moyens pour amener cette dictature à se fissurer de l'intérieur et à tomber. En Europe, à force de se dire oui, mais une intervention militaire ne fonctionnera pas, ou les sanctions ne servent à rien, ou tel autre moyen, instrument n'arrivera pas à faire tomber le régime, on ne fait plus rien. Il faut déployer absolument tous les moyens qui sont à notre disposition. Le moment où le régime tombera ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est de se positionner du bon côté de l'histoire, parce que ce régime tombera de toute façon et l'Iran sera libre. Et moi, j'aimerais qu'à ce moment-là, on puisse dire en tant qu'Européens, en tant que communauté internationale, au moment où le président américain avait promis une aide et ne l'a pas apportée, au moment où il était encore en train de négocier avec un État qui était structurellement en faillite, espérant et ayant l'illusion de pouvoir négocier avec eux, eh bien l'Europe s'est placée du bon côté de l'histoire, a déployé les satellites pour empêcher qu'il y ait un huis clos et un massacre à nouveau, a sanctionné la flotte fantôme, a déployé une dissuasion militaire crédible dans le Golfe pour pouvoir apporter une aide concrète à cette population civile iranienne et lui garantir son exercice à l'autodétermination. Merci madame. Du courage, merci pour votre courage. Petite curiosité, vous êtes issu d'une famille qui est arrivée après 1979 en France. Enfin, je vous pose des questions un peu personnelles, mais c'est intéressant de connaître la trajectoire des Franco-Iraniens qui sont chez nous. C'est votre cas, oui ? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Merci en tout cas. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Ça veut dire, mon général, qu'on va peut-être se faire dans les prochains jours, aller savoir des nuits blanches à commenter une intervention. Au Moyen-Orient, il n'y a pas beaucoup de conflits qui terminent définitivement. C'est toujours des rounds qui se passent. Donc là, je me permets de le dire, on s'approche du mois de mars, il y aura quand même vraisemblablement une giboulée américaine sur l'Iran si les négociations n'avancent pas, ce qui est malheureusement très prévisible. Bon, on continuera de suivre ça. Merci à vous, mon général. Avec attention, avec les merci à tous, à toutes. Vous parlez général, effectivement. On continue de parler de cette déflagration de l'affaire Epstein, puisque vous le savez, tous les jours, on en apprend davantage et tous les jours, il y a de nouvelles personnalités qui sont impliquées. Et aujourd'hui, c'est la diplomatie française qui est touchée parce qu'un diplomate toujours actif au Quai d'Orsay depuis 25 ans, il est en poste depuis 25 ans, eh bien son nom est apparu dans les millions de mails qui ont été dévoilés la semaine dernière. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a été interrogé ce matin. On a compris qu'il était légèrement embarrassé. Écoutez. Quand j'ai pris connaissance de ces informations, j'ai été effaré et j'ai fait ce que chacun aurait fait à ma place, saisi le procureur de la République, lancé une enquête administrative pour concourir au travail de la justice, ainsi qu'une procédure disciplinaire le concernant. Voilà, bonjour. On a nos invités, mais d'abord, parce qu'on a notre journaliste qui nous attend devant le Quai d'Orsay, justement, parce qu'on a bien compris que l'institution était un peu ébranlée depuis hier soir et la révélation de ce nom, de ce diplomate français. Célia Justfredi, vous êtes devant le Quai d'Orsay. On a entendu le ministre des Affaires étrangères. Alors, il y a le volet judiciaire, on va le voir en plateau. Il y a le volet interne avec cette enquête administrative, ça y est, qui est lancée. Oui, vous le disiez, plusieurs enquêtes ont été lancées par Jean-Noël Barrot hier. Donc une enquête administrative, mais aussi une procédure disciplinaire à l'encontre de Fabrice Hédan. Il faut dire que le nom du diplomate français a été cité pas moins de 200 fois dans les fichiers transmis par la justice américaine entre 2010 et 2017, dont des nombreux échanges de mails, des dizaines d'échanges de mails avec Jeffrey Epstein pour des échanges professionnels, mais aussi personnels. Pour vous donner quelques exemples, en 2012, par exemple, Jeffrey Epstein demande un coup de pouce
s'adresse au diplomate français pour l'obtention d'un visa pour une personne qu'il connaît. En 2012, toujours, cette fois-ci, le diplomate français demande le prêt de la résidence parisienne de Jeffrey Epstein. Alors voilà, des échanges assez personnels. Pour autant, attention, pour l'instant, il n'y a aucun lien entre Fabrice Edan et les crimes sexuels de Jeffrey Epstein. Pardon. Merci Célia. Merci Célia Jouffredi. Vient de nous rejoindre Cynthia Illouz. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste de cette affaire Epstein, fondatrice d'un média franco-américain, de Women's Voice. Nous avons également Isabelle Saponta, Renaud Pila, Hélène Bonnet est avec nous, Marie Belot, et puis Nivine Potros. Vous avez, Nivine, réussi à tracer un petit peu le profil type de ce fonctionnaire quand même du Quai d'Orsay. Je rappelle, le Quai d'Orsay, c'est quand même, comment dire, une maison très policée, avec les fameux lambris de la République, des moquettes très épaisses. Chaque mot est pesé, choisi. C'est vraiment aujourd'hui le ministère le plus aristocratique, le plus élégant, le plus prince de Galles qui soit. Bon, alors qu'on puisse imaginer un fonctionnaire du Quai d'Orsay qui échange des mails aigrillards, grivois, avec Jeffrey Epstein, déjà c'est assez transgressif comme idée. Quant à imaginer davantage. Alors qui est ce personnage alors ? Alors effectivement, vous l'avez dit, cet homme, il s'appelle Fabrice Edan. Il est diplômé d'HEC et pendant près de 25 ans, il a travaillé au sein du Quai d'Orsay, notamment comme envoyé spécial aux Nations Unies à New York. C'est là, à New York, qu'il fait parler de lui une première fois. Nous sommes en 2013 et le FBI le soupçonne de consulter des sites pédopornographiques. L'ONU, évidemment, diligente une enquête en interne. L'affaire commence à s'ébruiter et avant même qu'une décision soit prise, Fabrice Edan décide de quitter les États-Unis via le Canada pour ne pas être arrêté à Paris une fois sur le sol français. Tout cela, c'est important. Attendez, il quitte les États-Unis, il passe volontairement par le Canada. Le Canada, parce que comme craignant qu'un vol New York-Paris direct, que des policiers l'attendent sur le tarmac. Il n'en est rien parce qu'en réalité, son évasion, entre guillemets, elle est couverte par le Quai d'Orsay. C'est ce qu'affirme un journaliste français. Il s'appelle Vincent Jaubert. Il a enquêté sur cette affaire. Il a écrit un livre sur le sujet en 2016. Ce livre, il s'appelle La face cachée du Quai d'Orsay et à l'intérieur, le journaliste a obtenu des indiscrétions de membres du Quai d'Orsay. On peut lire notamment ceci: au Quai d'Orsay, on ne le poursuit pas, on ne le renvoie pas. Théoriquement, aujourd'hui, il est d'ailleurs toujours compté dans les effectifs du Quai d'Orsay, même s'il faut le dire, depuis 2014, il est en disponibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il travaille dans le privé. Il a notamment été directeur des affaires internationales au sein du groupe Engie, qui a annoncé d'ailleurs hier soir sa suspension, bien évidemment. Immédiatement. Mais on sait ses liens avec Jeffrey Epstein précisément ou pas ? Alors, ces liens, ces relations, elles commencent en 2010. C'est des correspondances par mail de 2010 à 2017. Rapidement, on peut le dire, les hommes, ils deviennent amis puisqu'il y a un échange de bons procédés qui s'installe. Par exemple, Fabrice Edan, il va transférer des documents confidentiels à Jeffrey Epstein. C'est quoi ces documents ? C'est par exemple des discussions qu'aurait tenues Ban Ki-moon avec un ministre turc. C'est évidemment confidentiel. Attendez, milliardaire... Votre gars du Quai d'Orsay, là, il va envoyer à Jeffrey Epstein des conversations privées entre le président de l'ONU et puis un diplomate turc. Exactement. Il lui envoie. Pourquoi, on ne sait pas trop, mais visiblement, le milliardaire pourrait peut-être en avoir besoin. Fabrice Edan, il l'aide aussi à obtenir des visas. Évidemment, compte tenu de son poste de diplomate, il l'aide à obtenir des visas pour certaines de ses amies. Il fait aussi inviter... Epstein vient par exemple en France avec des amis IES, j'imagine, dont on ne connaît pas l'âge, mais Edan obtient des visas.
Il l'aide, en tout cas. Il l'aide à obtenir des visas. C'est ce qui apparaît dans les échanges de mails qui sont donc révélés par la défense américaine. Il fait aussi inviter, c'est intéressant, à Abu Dhabi, Jeffrey Einstein pour participer à des réunions. Il est notamment présent à la table des responsables gouvernementaux et financiers locaux. En échange, évidemment, Epstein, il lui rend quelques services. Il lui prête notamment son appartement parisien de l'avenue Foch, dont on a beaucoup parlé. Il lui achète 25 000 exemplaires de son livre. Ça représente quand même 250 000 €. Ce livre, le voici. Il l'a coécrit avec un homme qui s'appelle Terje Roed Larsen. C'est très important parce que c'est un haut diplomate norvégien et lui aussi, il est très proche de Jeffrey Einstein et lui aussi, il est évidemment visé par une enquête. Important aussi, c'est Epstein qui prévient aidant qu'un livre va paraître sur cette affaire de pédopornographie au sein de l'ONU. Au total, il lui dit attention, fais gaffe, il y a un bouquin qui sort sur toi. Il lui transfère en tout cas un article qui a été publié par le JDD dont il fait mention de cette affaire. 200 mentions au total. Il faut juste conclure avec un mot qui est très important. Il n'y a dans ces 200 mails, aucun lien direct avec un quelconque crime. C'est important de noter. Je vous passe le micro tout de suite après, Renaud Pila, mais comme on accueille Cynthia Ilouz et que c'est une spécialiste de cette affaire, Cynthia, il va y avoir d'autres affaires comme ça qui vont jour après jour, on va découvrir de nouveaux noms. Enfin, parce que là, ça commence sérieusement à véroler la vie publique française, norvégienne, américaine. Il y a des tas de pays qui sont touchés. C'est en train de prendre une ampleur mondiale. Est-ce qu'en France, ça va continuer comme ça à grandir ? Alors, je ne vais pas vous dire en France, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, évidemment, on va en savoir beaucoup plus parce que vous savez, les fameuses pages caviardées, les victimes, actuellement, on les appelle les survivantes aux États-Unis. C'est le mot qui est utilisé. Elles brandissent ces feuilles qui sont entièrement remplies de noir pour dire regardez ce qui a été révélé là. Il y a eu le nom de la victime qui a été mis public. Il y a même son adresse. Par contre, tout son témoignage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on lui a fait et qui lui a fait, tout ça est rempli de noir. Et donc, évidemment, soi-disant, il faut que ces documents soient rendus publics et on les a pas rendus publics. Moi, j'ai consulté évidemment ces documents. Les victimes, ce sont en général des jeunes femmes qui étaient mineures au moment des faits, majeures. Des très jeunes femmes. C'était vraiment l'objectif de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell, qui est vraiment qui est complice, mais qui est pas que complice en fait. Elle fait partie des agressions parce qu'elle est présente pendant que Jeffrey Epstein viole ces jeunes femmes. Elle accompagne le mouvement, elle leur donne confiance, c'est-à-dire que on voit qu'elle essaye aussi de les mettre dans un état de sidération. On connaît bien ça dans les agressions sexuelles désormais. Donc elle vise des jeunes femmes, des pauvres. Il y en a certaines qui vivent dans des roulottes. Il y en a certaines à qui on promet des carrières, bien sûr, de mannequins. Quelle est l'amplitude des âges de ces jeunes femmes au moment des faits ? Moi, j'ai lu le livre de Virginia Giuffre, qui est une des victimes, qui s'est suicidée il y a 6 mois et dont le livre est paru il y a quelques mois en anglais. Elle explique que Jeffrey Epstein disait clairement qu'à partir du moment où une jeune fille avait ses règles, donc elle pouvait avoir un enfant, elle pouvait avoir des relations sexuelles. Voilà son critère. Donc ça vous donne un peu une idée de l'horreur. Et donc évidemment, on va savoir de plus en plus parce qu'on dit il y a presque 1000 victimes, mais qui sont les hommes en face ? S'il y a 1000 victimes, il y a forcément de très nombreux hommes et donc de très nombreux coupables en face. Et pour l'instant, on n'en a pas vraiment une idée. Là, cet homme, ce diplomate, juste pour revenir sur ce sujet parce que c'est intéressant, c'est quand même la première fois qu'on voit un homme où il y a, alors à la fois il est français, en même temps il y a une histoire où pourquoi le FBI s'est mis, excusez-moi, à enquêter sur cet homme, sur de la pédocriminalité pour regarder, etc. C'est quand même pas si courant que ça que le FBI se penche sur les consultations internet, etc. Et ensuite en 2013, vous parlez de ce diplomate français, là. Ce diplomate français, bien sûr, qui vient d'être mentionné, ce Fabrice Edan. Pourquoi tout d'un coup il est plus ou moins, excusez-moi, mais plutôt exfiltré, que c'est plutôt lui qui est reparti, et qu'il savait au Quai d'Orsay. Quand on sort quelqu'un d'un pays aux États-Unis, c'est que quand même il est protégé pour vous, selon vous, peut-être. C'est pas qu'il est protégé, mais on a souhaité quand même l'extirper des États-Unis
États-Unis avant qu'il y ait peut-être un mandat d'arrêt qui soit émis aux États-Unis, parce que sinon il aurait été arrêté à la frontière. Là, il y a des liens financiers. Là, il y a le complotisme, là, vous voyez, et là, il y a l'affaire Epstein. J'ai l'impression que pour la première fois, moi qui j'en ai marre des complotistes, il y a des complotistes partout, j'ai l'impression que la vérité dépasse la vérité fantasmée des complotistes. C'est pire. C'est encore pire. Les complotistes, ils parlent d'enfants noyés, etc. Voilà. Bon. Non mais deux petits points. Premièrement, on est face à une affaire qui est sans précédent parce que elle touche effectivement l'élite mondiale, l'élite financière et people mondiale. D'ailleurs assez libéral de gauche, quand on voit Peter Mandelson, quand on voit Tony Blair qui est cité, quand on voit un moment de la vie politique et un moment de la vie des affaires. Donc elle est tentaculaire. Et deuxièmement, moi ce qui me frappe, c'est que en fait c'est deux cercles qui pour l'instant se rapprochent mais ne sont pas entièrement l'un en surface de l'autre. Je m'explique. Il y a une immense toile d'araignée de renvoi d'ascenseur. Là, apparemment, Fabrice Edan, c'est ça. Renvoi d'ascenseur. Je te file un visa, je connais quelqu'un, je vais t'avoir telle ou telle possibilité. Donc, un go-between permanent, démoniaque de la part d'Epstein. Et puis, un deuxième cercle de trafic sexuel et de pédocriminalité. Le premier cercle, les renvois d'ascenseur, ça existe depuis la nuit des temps. Et ça choque maintenant de nombreux citoyens. Je veux dire, ce qu'on faisait dans les années 70-80 et tout ça choque aujourd'hui, les renvois d'ascenseurs. C'est pour ça que la défiance est immense envers le personnel politique et même des affaires. Mais ça, c'est pas juridiquement condamnable. Mais jusqu'où? S'il y a des affaires. Oui, trafic bien sûr, mais mais enfin bon, les renvois d'ascenseurs, ça a toujours existé. Mais jusqu'où ces deux cercles vont se superposer? On est dans ce moment-là et c'est là où la justice va devoir travailler. Est-ce que les renvois d'ascenseurs et le trafic sexuel se superposent? Renaud, enfin, on a déjà des réponses, parce que quand on voit Edan, par exemple, qui procure des visas pour faire venir des jeunes femmes, enfin, on a déjà la réponse. On voit bien qu'au fond, le réseau de trafic d'influence est au profit de cette espèce de réseau mondial, effectivement, de viol, de pédophilie, qui peut être lui-même, puisqu'on a de plus en plus d'apparitions de Poutine à l'intérieur de ce volet ahurissant, serait un compromat mondial. Donc en fait, on peut pas dire qu'on ne sait pas. Bien sûr qu'on voit bien que tout est impliqué. Mais là, c'est sur une personne. Non, mais moi, je ne suis pas juge et je m'en tiens aux faits. Je n'extrapole pas en considérant que tous les gens cités sont des... Renaud, je n'extrapole pas. Si, vous dites que c'est une personne, Fabrice Edan. Je vous dis que dans ce cas précis, puisque vous en parliez, dans ce cas précis, on voit bien les liens. Ça commence. Pardon. Mais c'est pas superposé. Bon, alors sur Bill Gates, prenons un autre cas précis, sur Bill Gates qui le dément, mais on a retrouvé des mails où il demande à Epstein comment je peux faire pour me soigner d'une maladie vénérienne que j'ai attrapée avec une des jeunes femmes russes que vous m'aviez entre guillemets fournie et que j'ai refourguée à ma femme Melinda. Comment je peux faire pour lui donner discrètement des médicaments? Je ne sais pas ce qu'il vous faut, pardonnez-moi. Et est-ce qu'on pense que Bill Clinton, qui n'était pas un parangon de vertu, était là par hasard? Enfin, moi, je veux bien qu'on fasse semblant de dire que c'est... Non, je fais pas semblant. Je m'en tiens aux faits, moi. Mais moi aussi, ne soyez pas insultant, Renaud. Moi aussi, je m'en tiens aux faits. J'ai travaillé beaucoup, peut-être plus que vous. Donc, si vous voulez, soyez pas insultant. Non, mais c'est pas insultant de dire que je m'en tiens aux faits. Je dis pas que tous les noms sont dans le trafic sexuel. Mais c'est ça qui est dingue. Non, mais il peut y avoir dans cette sphère aussi, moi j'ai la faiblesse de le croire, peut-être que je serai démenti, il peut y avoir aussi des fêtards mondains qui fréquentent Epstein, j'imagine, pour le seul plaisir de dire j'ai un copain milliardaire, je suis un jet-setter, je lui ai rendu des services. J'ose espérer qu'ils ne sont pas tous pédocriminels, mais je serais peut-être démenti. Le prince Andrew, déchu lui-même de son rang par le roi Charles. Le prince Andrew, vous avez à la fois les pratiques sexuelles et vous avez à la fois le volet commercial, puisqu'il était patron. Ben voilà, donc si vous voulez, c'est quand même compliqué de dire qu'on dissocie en fait. Précédent. On a entendu le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ce matin, qui lance une enquête administrative sur le volet pénal. Donc, au niveau de la justice française, qu'est-ce qui peut se passer précisément? Il fait un signalement article 40. Ça veut dire qu'il envoie un courrier à la procureure de Paris en demandant à ce que la justice française se saisisse et commence à mener des investigations. C'est une façon pour le ministre des Affaires étrangères de demander à ce qu'une enquête judiciaire soit ouverte. Pour autant, c'est bien aux magistrats de décider s'ils ouvrent
ou non une enquête et pour quel motif. J'ose espérer qu'il y a aujourd'hui des magistrats au parquet de Paris qui sont en train de se pencher sur le sujet et qui sont en train de commencer à éplucher les documents pour voir s'il y a des faits pénalement répréhensibles dans les échanges de mails envoyés par ce fameux diplomate. Mais à cette heure, le parquet de Paris ne nous a pas annoncé d'ouverture d'enquête. On les sollicite depuis plusieurs jours. Et pour l'instant, pas d'enquête française judiciaire ouverte. Une enquête administrative pour ce diplomate, mais pas encore d'enquête judiciaire. C'est vrai que là, Hélène Bonnet, on dézoome, et c'est pharaonique. C'est-à-dire que nous, on est en train de faire une émission sur LCI. Je pense que sur les chaînes d'infos du monde entier, de l'Espagne à l'Uruguay, de la Lituanie à l'Afrique du Sud, on parle de l'affaire Epstein. Alors attendez, j'ai noté, ça va nous donner, sur le plan mondial, un discours assez anti-politique, anti-oligarchie, anti-riche, l'affaire Epstein, antisémite peut-être aussi, les juifs, etc. Vous allez voir celui-là. Anti-mondialisation, anti-fric, etc. Donc ça va avoir, à mon avis, un certain impact sur la marche du monde. Le New York Times titrait aujourd'hui qu'en fait cette affaire, elle avait des répercussions de la Scandinavie à l'Asie du Sud-Est, vraiment en passant partout. Donc effectivement, tout le monde va être concerné. Si on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, finalement, cette affaire Epstein, elle était, c'est vrai, très reprise par les milieux complotistes avant même que Donald Trump ne soit élu. Lui-même en a joué de cette affaire, et effectivement on a l'impression que c'est sorti quelque part de cette bulle complotiste parce qu'on se rend compte qu'effectivement il y a des choses douteuses, des profils, des réseaux. En fait, Epstein, c'était quelqu'un qui avait un réseau d'amitié et de relations extrêmement divers, donc effectivement ça va jeter la suspicion sur énormément de milieux. Donc il y a des têtes qui vont tomber. On a vu l'ancien ambassadeur britannique Mandelson, qui a été balayé alors que pendant des années il avait une certaine réputation et il n'est jamais tombé. Voilà, on a sans doute des têtes qui ont tombé, que ça nourrisse la suspicion effectivement, mais ce qui va pouvoir permettre de lutter contre ça, c'est la manière dont la justice va s'emparer de cette affaire. Et effectivement, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir, en tout cas en France, d'annonce faite, mais vous avez je lisais la porte-parole du gouvernement, Maud Brejon, qui appelle les victimes à se signaler. Donc il y a ça aussi. Il y a peut-être toutes ces femmes qui sont concernés, qui vont peut-être, en voyant que les choses bougent, faire quelque chose, parce que pendant des années... Pour qu'il y ait des enquêtes ouvertes. C'est ça. Pour qu'il y ait des enquêtes ouvertes. Pendant des années, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est un exemple incroyable. C'est-à-dire que vous avez des victimes qui avaient parlé depuis des décennies, déjà des années, et qui se sont heurtées à une justice qui a été quelque part corrompue par Epstein. Il a été protégé, et maintenant on en a des preuves. Mais donc voilà, il y a aussi le courage des victimes de parler, d'avoir confiance en la justice pour pouvoir le faire. Exactement. Et Epstein, il avait eu ce sweet deal aussi, déjà. Donc, c'est-à-dire un accord. Il risquait 45 ans de prison. Voilà. Il se retrouvait à faire 13 mois de prison. Donc, il a donné des noms. Il a insisté, je crois, sur Ghislaine Maxwell. Il a essayé sans doute de lui faire un peu reporter le chapeau, mais enfin, il s'est retrouvé avec un deal qui était très diminué. Et là, c'est quand même inadmissible. C'est toutes ces personnes qui nous disent qu'ils n'avaient aucune connaissance de qui était Jeffrey Epstein, alors qu'il a été condamné, que c'était public, qu'à Palm Beach, tout le monde savait quand même ce qui se passait dans sa maison. On ne sait pas exactement ce que savait Donald Trump, puisque Donald Trump a dit qu'il avait mis dehors de Mar-a-Lago. Je rappelle, Mar-a-Lago, c'est sa résidence secondaire, mais c'est aussi un club. C'était un country club où il y avait ce spa, où il avait rencontré notamment l'une des victimes. Donc on se rend pas tout à fait compte en fait de l'ampleur de ceux qui savaient et n'ont rien dit et se sont dit après tout c'est pas très grave. Il est milliardaire, il connaît les Clinton, il connaît Trump, il connaît Mick Jagger. On va essayer de faire du business avec lui. Et là, on sait pas bien où commence ce qui est interdit et où va l'horreur. Et là, malheureusement, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont encore cachées. On sait qu'il y a plus de 3 millions de documents qui sont cachés et ceux qui ont été révélés, moi franchement, j'ai mis mon nez dedans de très longues heures. Il y a beaucoup de choses où on voit pas grand-chose encore parce que il y a beaucoup de choses qui sont cachées, etc. Et puis une fois que vous avez des mails, ça vous dit pas les échanges d'argent exactement si c'est de la corruption. Là tout à l'heure, vous parliez de ce livre qui est acheté, excusez-moi, 25 000 exemplaires achetés d'un livre. Bon, c'est logique d'ouvrir un volet corruption quand même. Donc il y a plein de choses qui sont entremêlées et ça va être très compliqué de les démêler. Et aussi, malheureusement, on comprend pas bien pourquoi toutes ces victimes qui ont témoigné
Alors, on Ça peut n'a en rien effet dit. lire ce qu'elles ont dit, mais derrière, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a eu une enquête ? Parce qu'il y a des choses absolument horribles quand on les lit. Et on se dit, ah bon, alors donc elle raconte ça, mais est-ce que derrière, il y a eu une enquête ? Non. Mais là où c'est maléfique, c'est qu'il achète les gens. Il achète les personnalités en grimpant d'escalier en escalier. Je connais quelqu'un qui va me présenter quelqu'un. Ce quelqu'un, je vais lui avoir des avantages. Lui-même va me donner des avantages. Donc c'est une toile d'araignée où il tient apparemment tout le monde. Donc c'est D'où vient cet argent ? c'est assez maléfique. Et où on en est de ces 6 noms qui ont été retirés et que ce dont vous parliez hier, pour l'instant. Lydine. Alors effectivement, pour recontextualiser ce dont évoque Isabelle, hier des parlementaires républicains et démocrates ont eu accès à ces 3 millions de documents, dont certains occultés. Effectivement, les noms des victimes sont bien lisibles, mais pas forcément ceux des coupables. Et donc, ils ont promis de dévoiler l'identité de ces 6 nouveaux coupables potentiels. Pour l'instant, on ne connaît pas leur identité. Dont un proche du gouvernement. Dont un membre du gouvernement étranger. Exactement. Merci beaucoup. Évidemment, c'est une affaire que l'on continuera de suivre parce qu'on a bien compris que nous sommes loin de la fin des révélations. Vous restez avec nous, bien évidemment. LCI Direct à suivre sur notre antenne avec Quentin Berichet cet après-midi. À demain.